Bonjour et bienvenue au Clever Talk. Nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir Lucille Quillet. Lucille Quillet, c'est une journaliste, une autrice, une coach, une conférencière sur les sujets d'émancipation de la femme au sein de la carrière, mais aussi au sein du couple. Nous sommes ravis parce qu'aujourd'hui, nous avons un format qui est un peu différent. On va pouvoir partager nos perspectives du féminisme et surtout du féminisme en action. Qu'est-ce que ça veut dire être féministe pour sa carrière et comment on peut améliorer justement ses opportunités professionnelles. Alors, à très vite! Bonjour Lucille, Bonjour Jennifer. ravie de te recevoir aujourd'hui sur le Clever Talk. Ouais, merci pour l'invitation. Aujourd'hui, on a un format qui est un peu différent que d'habitude. L'idée, c'est que on puisse partager nos perspectives et nos approches du féminisme et du féminisme surtout orienté pour la carrière. Avant qu'on se lance, est-ce que tu pourrais juste rapidement présenter ton parcours, qui tu es, même si je pense qu'une grande partie de nos auditrices te connaissent déjà. Oui, alors moi je suis journaliste à la base parce que j'ai grandi en lisant la presse féminine et que c'est une presse qui m'a beaucoup nourrie. Mais c'est aussi une presse où on parlait peu du travail des femmes et donc moi ça m'intéressait de creuser ça. Donc là c'était à peu près en 2014. J'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, d'abord par un prisme très empowerment, en se demandant comment est-ce qu'on peut faire pour avoir les mêmes carrières que les hommes, quels étaient les codes. Moi, je suis devenue coach aussi. J'ai écrit un livre de coaching qui s'appelle «Devenir badass au travail», donc il y a tout ce versant-là qui est très fort. Mais après, c'est vrai qu'en écoutant les femmes me parler de leur carrière, j'entendais beaucoup de culpabilité. Ouais. J'entendais aussi à quel point leur vie privée, leur vie familiale impactait leur carrière et donc leur indépendance économique. Et donc ça m'a amené, entre autres constats, à écrire mon premier essai en 2021 qui s'appelle «Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes», Ouais, qu'on a adapté en bande dessinée en 2024 avec Tiffany Cooper. que j'ai dévoré. Super, ouais, merci. J'ai sorti un nouvel essai qui s'appelle «Les méritantes, comment le monde du travail trahit les femmes» et mon intention, c'était pas d'opposer un discours un peu plus systémique et politique au coaching, mais justement de compléter un discours de coaching en disant: «C'est très bien de faire du coaching, pro quand on est une femme, mais en vrai, le problème, c'est quand même le monde du travail qui est encore formaté au masculin, beaucoup trop, et dans lequel on est forcé de se contorsionner. Je peux dire que le dénominateur commun de mon parcours, en fait, c'est l'émancipation des femmes, que Ouais. ce soit dans leur vie privée et dans leur vie pro. Ce qui fait que maintenant, j'ai une activité un peu diverse parce que je suis toujours journaliste, mais je concentre beaucoup cette activité-là plutôt dans des livres Ouais. que dans des piges. Je suis coach, je suis conférencière aussi, donc j'interviens en entreprise sur le coaching pro, sur les inégalités économiques au sein du couple et sur l'égalité, professionnelle. Donc c'est un petit peu, voilà, varié. J'ai été salariée, je suis quand même indépendante depuis, 2017. Ok. Donc je mène, ma barque à ma façon. J'ai vécu en France, en Turquie, en Russie. Voilà, pour te donner un petit aperçu, C'est un super panorama. global. Voilà. Merci beaucoup et vraiment on voit que tu, as traversé différentes phases, mais toujours avec ce prisme d'aller chercher une information concrète sur ce que vivaient Mmh, les femmes, pourquoi elles le vivaient et à identifier des patterns. mmh, Un peu comme nous tous, je pense qu'on est parti du développement un peu personnel mmh. pour finalement se dire: «Est-ce que, bah, le problème n'est pas plus grand?» Oui. Et tu l'adresses, justement avec, les méritantes. Je pense qu'on est assez d'accord sur le constat, en tout cas. Oui. Moi, j'ai adoré et j'ai dévoré, bah, tous tes livres, parce que je trouve qu'ils étaient hyper Merci. pertinents et puis c'était une autre parole qu'on n'avait pas dans l'espace, qui nous aidait justement à penser différemment le monde, la maternité, la carrière, les défis et à savoir que d'autres les traversaient aussi et qu'il y avait des solutions. Je crois qu'il y en Mmh, avait un qui était particulièrement actionnable dans ce que tu avais fait, qui ouais. était un peu plus comme un livre de coaching. Ah bah, le livre de coaching, c'était oui, devenir badass au travail, où là, c'est comment finir avec le syndrome de l'impostrice déjà, et c'est vraiment un livre que j'ai voulu être le plus concret possible pour le maximum de situations et se dire comment est-ce que je me décomplexe. Après, je pense qu'on en parlera, mais justement, je trouve ça intéressant de réfléchir le coaching pas comme appliquer des comportements écrasants ou dominants ou reproduire justement les codes masculins qui nous défavorisent, Ouais. mais comment apprendre à poser ses limites, dire non, apprendre à ne pas avoir peur de déplaire. Ouais. Quand on est une femme, c'est un grand sujet, Mmh. et d'affirmer ses besoins, de déterminer soi-même sa valeur. Moi, je le vois vraiment comme une prise d'autonomie sur son parcours, et du coup, c'est vrai que le livre de coaching, j'ai vraiment essayé de le faire pour que ce soit le plus concret possible et qu'elle puisse, utiliser, seule, même sans l'accompagnement d'un ou d'une coach, quoi. Mmh.
Ouais, ça me parle, tout à fait parce que dans la méthode Clever, Mmh. c'est aussi comme ça que j'accompagne, les clientes. C'est-à-dire que je vais leur donner des actions à faire, à mettre en place et travailler sur ce qui marche dans la vraie vie, d'aller confronter, d'aller Mmh. itérer et d'avoir des solutions très concrètes. Mmh. Donc je pense que ce sera intéressant qu'on voit comment, on aborde les choses de 2 prismes qui sont peut-être un Mmh. peu différents, Mmh. mais que, au final, en tout cas, on est en mouvement Oui. pour les mêmes causes. Et je voudrais commencer par une question, c'est finalement la responsabilité, parce qu'il est question de Ouais. Oui. responsabilité, elle relève de qui? Qui doit changer? Est-ce que ce sont les institutions ou est-ce que ce sont Ouais. les femmes? Pour moi, c'est une question fondamentale. C'est souvent par ça que je commence les coachings. En me disant, première étape, en fait, c'est déculpabiliser. Et moi, je leur dis, dans un monde idéal, vous ne devriez pas faire de coaching. Ouais, Parce que si on était dans un monde vraiment méritocratique, vraiment égalitaire, où le bon travail est naturellement récompensé, où on a une vraie égalité des chances, où il n'y a pas de sexisme, on n'aurait pas à négocier son salaire, on n'aurait pas à faire de l'autopromotion, on n'aurait pas à prendre sur soi et à taire nos vécus. Donc c'est déjà du bonus, je trouve, d'être dans une démarche de coaching. Et donc moi, je le félicite pour ça. Le but, c'est pas de dire on ne devrait pas faire de coaching parce que c'est injuste, donc on n'en fait pas. ouais. Parce que qu'est-ce qui se passe? On va attendre 150 ans que l'égalité advienne, seule. Voilà, L'ancien donc mouvement. voilà, en fait, la responsabilité, ça dépend à quelle échelle de temps, sur quelle échelle de temps on se base. En théorie, c'est pas notre responsabilité, évidemment, parce que, les injustices, sont, systémiques et les inégalités sont bien plus grandes que nous-mêmes, ce qui confronte aussi parfois aux limites du coaching. Mais après, on n'a pas 150 ans, devant nous Ouais. et qu'on a envie au temps présent, d'améliorer sa vie, d'améliorer son quotidien. Et quand on peut faire du coaching, quand on a le temps et l'argent aussi pour investir là-dedans, bah, c'est vraiment une opportunité, magnifique. Mmh. Parce que c'est aussi un temps qu'on va prendre pour regarder sa carrière, pour regarder son parcours, un temps qu'on ne prend pas forcément. C'est-à-dire que je trouve qu'on peut passer, des heures et des heures, avec nos amis ou chez le psy à parler de, notre vie de famille, notre vie amoureuse, voilà, nos amitiés, mais le travail fait rarement l'objet d'une introspection vraiment poussée. On a du mal à se lire soi-même Ouais. par sa carrière et du coup, faire du coaching, c'est magnifique parce que c'est vraiment l'occasion de voir, ben, là où on passe quand même la majorité de notre temps, qu'est-ce que ça dit de nous? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui marche pas et tout? Donc c'est vraiment très bien d'en faire, mais et c'est le fameux mais, en vrai, on ne devrait pas en faire et notre responsabilité, bah, elle est pas voilà, c'est pour moi, c'est du bonus quoi, d'être dans cette démarche-là et c'est très louable. Il ne s'agit pas du tout de culpabiliser les femmes qui font du coaching en disant, «On ne devrait pas le faire, et ça vient nourrir le système», mais pareil, je pense on en reparlera. Mais pour moi, fondamentalement, c'est pas notre responsabilité. Mmh. Après, on peut évidemment toujours se dire: «Bah, quelle est quand même ma part de responsabilité dans la situation actuelle?» Et la responsabilité, c'est une notion fondamentale dans le coaching qui revient très, très, très souvent, dans mes accompagnements, de se dire: «On est responsable à 50 de nos relations», donc c'est moi je suis responsable à 50, l'autre est responsable à 50 Mmh. et que c'est important de voir sa zone d'impact et la zone de contrainte en face pour remettre les choses en perspective. Donc le coaching, c'est voir qu'est-ce qu'on peut faire dans sa zone d'impact à soi, mais aussi de reconnaître la limite et de voir la responsabilité, plus systémique et justement cette zone de contrainte, comment est-ce qu'elle est biaisée Ouais. aussi pour les femmes? Exactement. Enfin, je te rejoins tout à fait. Alors moi aussi, je prêche pour la zone j'appellerais la zone de contrôle. Mmh. Donc tout ce Ouais, qui est contrôlable et mesurable, comment on ouais. peut, l'améliorer. Et c'est vrai qu'il y a une notion de temps court et de temps long. Mmh. Pour le coup, moi, je pousse beaucoup les personnes que j'accompagne à vraiment, se mettre en action et peut-être à adopter quelques comportements masculins qui vont être Mmh. plus dans la prise de risque, qu'on Mmh a mh. moins intégré en étant femme, en étant éduquée en tant que Mmh. femme et petite fille, en France, de plus, itérer dans la réalité, de plus se «mettre en danger» entre guillemets, Mmh. ce qui n'est pas forcément appris aux femmes. Donc dans ce cadre-là, je dirais que je calque un peu des pratiques masculines qui pour Mmh. moi m'inspirent et qui m'ont apporté des Mmh. résultats, pour qu'elles se mettent davantage en action et qu'elles se disent: «Voilà, en fait, au lieu de concrètement, aller chercher, 5 contacts par mois pour trouver le prochain job, eh bien, je vais en faire 5 par jour». Et en fait, on se met à Mmh. chaque fois une échelle qui est intéressante en termes de massification et de vélocité Mmh. pour avoir des résultats le plus rapidement possible. Bien que, je suis consciente que, bah, le Mmh. système, il est déjà pipé. Enfin, il y a Oui, qu'à voir en France, on est le ouais. 47e pays, voilà, en termes de méritocratie et le fait que ça puisse vraiment changer d'une génération à l'autre. Donc il y a quand même des jeux qui sont pipés, mais comment on fait,
Mmh. justement, pour rebattre ces cartes et finalement avoir des règles du jeu qui nous conviennent à peu près et qui nous permettent d'avancer. Ouais. Pour moi, les règles du jeu, on les choisit pas. Non. Voilà, on les subit ou on fait avec, ça dépend comment est-ce qu'on se positionne et il faut pas non plus être dans un discours victimaire, Mmh. de dire qu'on subit tout, que voilà, c'est injuste et qu'on n'y peut rien et d'être dans la plainte parce que c'est insatisfaisant. Moi, je suis d'accord avec toi que c'est bien de décomplexer les femmes, de les pousser, de dire pourquoi au lieu de 5 par mois, pourquoi on ferait pas, voilà 5 par, alors peut-être pas par jour, mais par semaine, je sais pas, Ah, mais elles sont par jour, après, elles adorent. je trouve qu'il y a quand même des valeurs à respecter de la personne et que parfois, faut faire attention à pas amener de la culpabilité, Mmh. à nouveau, en disant: tu pourrais être là, mais là, tu es là, il faut à tout prix se caler, il faut à tout prix aller plus vite, il faut à tout prix, vite saisir toutes les opportunités. Moi, ce que je vois, c'est que les femmes, elles ont aussi un grand sens de l'authenticité Ouais. et qu'elles ont envie de faire des choses dans lesquelles elles croient, si tu veux, qu'elles incarnent, parfaitement. Alors parfaitement, parfois trop parfaitement. Hem, mais je trouve que quand même revenir à ces valeurs et de se dire: «En fait, moi, si je fais 5 contacts par jour, est-ce que je vais vraiment être en relation avec cette personne-là? Est-ce que moi, si je veux me rapprocher de ma valeur d'authenticité, si c'est une des valeurs de la personne, est-ce que ça va pas être un peu moins, mais sur la durée, ça va être beaucoup plus viable et surtout ça va me ressembler?» Mmh. Moi, ça, c'est quelque chose que j'essaie aussi à la fois de décomplexer, essayer d'impulser, de l'audace, d'essayer voilà, de faire qu'elles, soient moins «bonnes élèves» entre guillemets et d'un côté, je trouve qu'il faut pas se transformer non plus, complètement. Il faut se décomplexer, mais ne pas prendre un masque et être, quelqu'un d'autre. Se calquer sur un comportement un peu typiquement plus masculin, tu vois? L'exemple typique, c'est, se couper la parole en réunion, ou venir s'approprier les idées de ses collègues ou réexpliquer quelque chose, qui vient d'être dit juste pour avoir le dernier mot. Tu vois? Ça, je trouve pas que ce soit des comportements, souhaitables. Mmh. C'est des comportements qui sont défavorables aux femmes et c'est pas en les faisant, je pense, que ça va faire que les femmes vont se sentir plus empouvoirées dans leur carrière. Moi, j'essaie vraiment de dire: «Bon, le coaching, c'est très bien, mais on va pas appliquer les codes qui, nous desservent, en fait, Ouais. malheureusement, aujourd'hui». Ouais, je suis d'accord sur les codes qui desservent, Ouais, le mansplaining, ne ouais. pas, voilà, l'adapter aux femmes et je pense que les femmes, leaders ont une manière différente de Mmh, manager, de diriger. mmh, Elles sont, de ce que j'ai vu, plutôt claniques dans leur manière mmh, de faire. mmh. Donc elles vont, rallier, elles vont essayer de comprendre les forces de chacun, de les faire croître, mais avoir vraiment ce fonctionnement clanique, là où les hommes ont plus un fonctionnement de meute de loups. Mmh. Mais, il y a toujours, voilà, le chef qui va avoir sa meute. Mmh. Je crois que tu disais très justement, c'est pas le syndrome du courtisan Si, c'est ça, ouais, absolument. Ouais. et en fait, oui, ils sont là, ils sont présents, mais ils ont été aussi, j'ai l'impression, programmés pour le faire. C'est-à-dire Bien que sûr. moi, je vois avec mes filles de 4 et 7 ans, Mmh. les dessins animés qui leur sont destinés via les algorithmes IA, Oui. de Netflix, par Ouais, exemple, ouais. féminin les va pas les pousser à prendre des risques, par exemple. Alors que les dessins animés de mon neveu qui a le même âge sont très différents. Ils sont très réalistes, Mmh. très cadrés sur, le travail en équipe et généralement, on a une petite fille dans le dessin animé qui va toute seule, tout faire miraculeusement Oui. et donc ça permet pas de rentrer dans ce système de, bah, parfois pour avancer, on a besoin d'un leader ou d'une leader, de se Mmh. ranger derrière et Mmh. puis de ranger entre guillemets «son ego» mais qu'il n'y a pas lieu d'être, Ouais, pour ensuite, ouais, faire avancer, le projet ouais, commun. ouais. Donc c'est en ça où moi je me dis que la programmation fait que on va pas vivre le leadership de la même manière Bien sûr. en On n'a étant pas femme été ou homme. éduqués pareil. Voilà et j'ai pas trop de crainte du fait que les femmes, que j'accompagne puissent se couper la parole parce qu'elles portent beaucoup d'intérêt là-dessus et Mmh. qu'elles ont beaucoup de valeurs. Mais c'est plutôt comment on va s'inspirer de ce qu'ils font de «bien» entre guillemets, parce qu'ils en ont la possibilité. Plus de charge de travail, plus de rapidité, plus de prise de risque, de l'audace, qui est déjà, Mmh. j'ai l'impression, innée plutôt Mmh. qu'acquise. Mmh. Et s'inspirer de ces modèles-là pour les reproduire à son image, en les teintant de sa personnalité, de Oui, son bien sûr. caractère Ouais. et Mmh. permettre, Ouais. d'atteindre le Mmh. le bon résultat. Tu as dit quelque chose, que j'ai trouvé très pertinent sur, le fait de elles ont de l'authenticité et elles ont leurs valeurs et qu'elles veulent incarner et donc elles veulent peut-être avoir 5 contacts mais qui vont être de forte qualité Mmh. et ça, je trouve ça hyper bien, mais ce que je me dis, c'est que moi, je vois souvent la réalité. Si dans la réalité, en fait, bah, tu as pas de liberté financière et que ça peut Mmh. avoir un Bien impact sûr, sur ta retraite parce que tu auras, bien sûr. entre guillemets, «moins eu de chance d'avoir des bonnes opportunités, d'avoir un bon salaire Mmh. et de te préserver pour l'avenir»,
est-ce que cette authenticité aura tant valu le coup? Et les Mmh. femmes que j'accompagne, elles ont clairement fait leur choix. Leur choix, c'est: «Je veux avoir une liberté financière, Oui. je veux avoir un poste à responsabilité, être Mmh. décisionnaire Mmh. et donc je me mets en ordre de Mmh. marche pour le faire». Ouais. Mais il y a des Moi, gens pour qui ça marche moins. je pense que là encore, le temps Mmh. est un paramètre qui va tout changer. C'est-à-dire que si on a le luxe d'avoir le temps Ouais. de développer plus tranquillement, j'ai pas envie de dire lentement, plus tranquillement, en étant bien, voilà, bien ancré dans ses relations, dans une démarche vraiment, d'authenticité. J'adore la thématique du réseautage, tu Mmh. vois? Là-dessus, dans le coaching pro parce que c'est vraiment une thématique où les femmes sont pétries, d'idées reçues, de: «Ça fait opportuniste, ça fait faux, Ouais. c'est prétentieux de se mettre en avant, ça sonne faux, ça Ouais. fait pas». Et en fait, moi, j'en ai au contraire, le réseautage, c'est déjà vous amener aux gens les informations les plus importantes sur vous qu'ils n'ont pas le temps d'aller chercher vous-même. Donc vous leur ramenez, tu vois, sur un plateau tout ce qu'ils ont besoin de savoir Mmh. qui est pertinent pour votre relation, professionnelle. Donc vous leur faites gagner du temps et de 2 réseauter avec des gens que vous estimez. Ouais. Réseauter avec des gens qui vous intéressent vraiment et pour moi, justement, l'authenticité, la curiosité, la sincérité, c'est des valeurs qui permettent de faire un bon réseautage, tu Mmh. vois? Donc voilà. Mais après, évidemment, quand on a besoin de, mieux gagner sa vie et qu'on n'a pas le temps d'attendre, que les 5 prospects de la semaine, nous répondent et tout, ben, on multiplie et voilà. Mais aujourd'hui et notamment dans le discours entrepreneurial, il y a une forme de course à la rentabilisation la plus extrême Ouais. dans le minimum de temps. Et c'est vraiment toute la thématique de, il faut se caler, Le la il faut hustle culture, voilà. la performance. Et en fait, dans la durée, ce que je remarque, c'est qu'il y a des gens qui ont du succès à un moment, mais c'est des gens qui disparaissent au bout d'un moment ou qui Mmh. font des burn-out ou qui perdent le contrôle Mmh. sur, leur activité, leur discours, leur mission. Et du coup, moi, voilà, je trouve qu'il y a quand même une réflexion à mener sur tout cet esprit de, maximiser, le plus rapidement possible et tout. Et après, ça dépend évidemment de ses besoins financiers, si on a, ce luxe-là d'avoir le temps. Mais voilà, je trouve que parfois ça peut être une petite musique, encore une fois culpabilisante pour les femmes de dire, «Il faut aller, au maximum, faire le plus possible pour, générer tant de, CA», par tu vois? Oui, mais en fait, est-ce que ça vaudra vraiment le coup, si on n'a plus l'impression d'être, bien ancré dans ses missions et tout? Après, Heu, évidemment, on peut aussi ne pas tout faire soi-même, s'entourer des bonnes personnes, et toujours, voilà, garder une forme d'alignement et tout. Mais voilà, je suis quand même d'accord avec toi, il y a des bonnes pratiques, hein, à Mmh. prendre aux hommes et je trouve ça utile aussi pour se décomplexer, Ouais. parce que c'est ça aussi le frein, Mmh. Se donner la majeur. permission de Voilà, mmh. c'est de se dire que, ça va être trop prétentieux ou qu'on n'est pas assez. Ça, c'est tout le syndrome de l'impostrice qui est quand même très, très fort chez les femmes parce Ouais. que les hommes aussi le connaissent. Mais il est très fort chez les femmes. Alors moi, contrairement à toi, je pense pas que ce soit inné l'audace chez les hommes, mais je pense que c'est vraiment un truc, voilà, culturel, d'éducation et c'est pareil, pour le syndrome de l'impostrice chez les femmes. C'est qu'on est quand même éduqué à douter de soi en permanence quand on Ouais. est une femme. Ça va de, «Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais avoir tort? Est-ce que je vais avoir honte, du coup, de ce que je vais dire? Est-ce que je peux l'assumer? Comment est-ce que je m'habille?» C'est 1000 questions qu'on Ouais. a dans la tête avant d'arriver au travail Mmh. et je pense qu'on s'en rend même pas compte. Mais vraiment, toutes les questions qu'on se pose le matin quand on se prépare, ou juste avant une réunion, ou juste avant de prendre la parole, de dire: «Est-ce que je vais avoir l'air ridicule? Est-ce que je vais avoir tort? Est-ce que je vais avoir raison? Est-ce que vraiment je prends ce risque-là?» et tout. Et du coup, on est quand même incité à être des créatures assez parfaites, assez irréprochables, vertueuses, là où les hommes n'ont pas trop ce truc de Non. vertu. Et du coup, bah, évidemment, on va encore plus douter de soi-même et réfléchir à 4 fois, avant d'y aller. Donc se dire les hommes se prennent beaucoup moins la tête, quoi, pour le Mmh. dire, simplement. Alors on pourrait aussi se dire que les hommes devraient peut-être plus se remettre en question et voilà, mais moi je trouve qu'en effet, il y a une forme d'inspiration. Moi j'aime bien parler du collègue, ce collègue masculin qui est mieux payé alors qu'il Le en fait fameux moins. Jean-Michel. Le fameux Jean-Michel, Benoît, Quentin, voilà. Mais ce collègue-là, tout le monde le connaît, hein. À chaque fois que j'en parle, on dit: «Oui», voilà. On le connaît tous, toutes et tous aussi. Mais justement, en fait, personne qui génère de la frustration chez vous parce que, ben, il en fait moins, il a plus de reconnaissance et en plus il est mieux payé et parfois il s'approprie mon travail. Si ça met en colère, justement, qu'est-ce que ça vient déranger? Le problème, c'est qu'on doit se faire justice soi-même. Bah, ça nous force à être plus autonomes aussi. C'est là où moi je trouve qu'il y a une forme d'opportunité, de se dire: «Oui, c'est malheureux, on doit négocier son salaire, oui, on doit défendre soi-même son travail», mais du coup, on n'est pas dans l'attente Oui.
que son chef, ouvre les yeux, prenne le temps et voilà et d'arriver à défendre soi-même son travail. Mmh. Bah, ça, c'est voilà, c'est aussi une opportunité. Donc c'est pas tout n'est pas Ouais. mauvais. Tu as dit des choses, très, très importantes et très intéressantes. Mmh. Alors, pour l'entrepreneuriat, Mmh. le côté, performance, je te rejoins sur la hustle culture. Mmh. Alors après, je suis dans la hustle culture, donc Ouais, voilà, très bien. je dirais un peu mon mode, opératoire. Mmh. Par contre, je vois aussi et ce que les stats nous disent, c'est que, je crois que c'est 27 des femmes qui entreprennent en France, au bout de 3 ans, arrivent à se payer 15 000 € et ça, pour moi, c'est un Ouais, chiffre qui ouais, smash sur ouais. le sol, quoi. Mmh. Les causes, elles sont multiples, hein. On a reçu, Jenny Chamas qui en parlait, on Mmh. a reçu, Julie Baudin qui avait, été la DG de Bouge ta boîte, avant la fermeture et les femmes choisissent des filières qui sont moins porteuses, qui sont moins Mmh. rémunératrices versus les hommes qui sont plus sur des expertises. Mmh. Le tissu, français, des PME, c'est 95 avec, des plombiers, enfin des Mmh. expertises, voilà, comme ça, bien délimitées. Mmh. On peut pratiquer des tarifs où on est sur une expertise. Les Mmh. femmes, elles sont plus sur du care, des choses qui Mmh. sont moins, tangibles pour les Mmh. quantifier. En tout cas, on les rend moins Mmh. tangibles, Ouais, si je suis oui. ton Ouais, ouais. fonctionnement. De ce fait et en plus, vont demander moins d'argent, pour une prestation, vont avoir peur, vont, avoir peur d'avoir une tarification, élevée et donc, résultat, 27 des femmes arrivent à un total de 15 000 € en 3 ans. Ce qui est, bah, dérisoire forcément, parce que du coup, elles doivent Bien soit sûr. retourner au salariat de manière contrainte et c'est jamais très Mmh. plaisant ou alors, voilà, être dans d'autres formes de travail et je me dis quand même qu'il y a un problème dans la manière d'adresser l'entrepreneuriat pour une femme. Oui. À titre personnel, en tant que mère, je vois clairement comment ça peut arriver parce Mmh. que Mmh. quand on est entrepreneur, si on n'a pas de bureau, ça peut être compliqué Ouais. de voilà, Ouais, d'avoir son temps, conservé. Si, on a plus de charge mentale et c'est souvent le cas, ça peut être bien sûr. difficile de concilier les 2. Dans ce cadre-là, je pense qu'on devrait regarder, nous les femmes, concrètement, de quel temps je dispose, quelle est la somme qui me permettra d'être stable et dans combien de temps? Et se dire: «Est-ce que la charge de travail allouée, est-ce qu'elle est gérable ou non?» Mais d'être beaucoup plus factuel et je trouve que c'est à chaque fois plus un élan du cœur sur l'entrepreneuriat Mmh. et pendant 1 an et demi, on se prend le chou avec, comment mon site internet va ressembler, est-ce que tout va bien sur mon Ouais, Instagram? ouais. Voilà, des problématiques qui sont pas forcément les problématiques qui vont aider à générer du Prioritaire. CERA. Et finalement, on arrive en bout de course essoufflé et on se dit: «Ah, je vais devoir retourner au salariat et maintenant je sais plus comment faire et en Mmh. plus j'ai été dévalorisée sur le marché du travail». Ouais. Donc je pense qu'on pourrait davantage s'inspirer, je ne sais pas si c'est des hommes, mais en tout cas, plus factuellement de ce qui se passe dans l'entrepreneuriat aujourd'hui pour les femmes alors on perd des talents, on Mmh. perd des entreprises pour, Mmh. enfin pour nous grandir en tant que société et pour s'intéresser clairement à, bah, peut-être qu'il faut plus de charge de travail, sans culpabiliser, mais je ne sais Mmh. pas quelle serait la bonne Mais réponse. après la charge de travail, je veux dire, il y a que 24 heures dans une journée Mmh. et les femmes font 72 des tâches domestiques de base Ouais. et des tâches parentales. Mmh. Moi, il y a des chiffres que je cite dans le livre qui m'ont vraiment, choquée. C'est que les mères ont 3 fois plus amené chercher leurs enfants à l'école que les pères et qu'il y a moins d'un père sur 2 qui garde seul son enfant 1 heure dans la semaine, du lundi au vendredi. Dramatique. Voilà. Donc quand quand tu dis ça, tu dis: «Oui, mais plus de charge de travail, mieux prioriser», je suis d'accord, parce qu'en plus, on se soucie parfois beaucoup de l'image. Alors c'est important l'image et la communication et tout. En fait, il y a une forme aussi, je trouve, dans l'entrepreneuriat féminin, de se dire: «Les apparences sont sauvées». Par exemple, tu as beaucoup de femmes Ah ouais? qui deviennent entrepreneurs, après la naissance de leur enfant. Moi, j'hallucine. Mais je dis pas que c'est mal, mais Mmh. j'hallucine du nombre de femmes qui, après la naissance de leur enfant, changent de poste, changent de statut professionnel, voilà. Alors on sait qu'il y a une femme sur 2 qui réduit ou qui arrête son activité professionnelle après la naissance d'un enfant pendant quelque temps, mais vraiment le changement de poste ou le changement d'entreprise, tu vois? Cette variable-là. Donc bon, on voit qu'il y a quand même cet impact-là qui est très peu présent pour les pères, quoi. Donc là, tu dis: «OK, mais plus de charge de travail, est-ce que c'est» voilà et sur le côté d'image et de respectabilité, c'est acceptable de quitter son travail pour devenir entrepreneuse en sachant très bien que c'est aussi pour faire la variable d'ajustement. Exactement. Est-ce que c'est une mauvaise chose?
Moi, je pense pas. C'est une mauvaise chose économiquement. C'est injuste que ce travail-là ne soit pas reconnu à sa juste valeur, Ouais. parce que la société repose sur le travail gratuit des femmes. On Ouais. manque 230 000 places en crèche. Et si, par principe, on voulait proposer une place en crèche à chaque enfant qui naît, il faudrait en créer 600 000 de plus. Donc on Mmh. voit que ce travail-là, il sert aussi à notre société et à l'État. Bien sûr. Les hommes n'auraient jamais les carrières qu'ils ont et l'argent qu'ils ont sans le travail gratuit des femmes. Mais voilà, se dire: «Bon, bah, je deviens entrepreneur, officiellement, je suis CEO. Je suis CEO de moi-même, mais je suis CEO, C'est pas c'est mal. cool. Personne n'a à savoir combien je gagne. J'ai un beau site internet, j'ai des réseaux sociaux qui roulent Exactement. et en fait, même si je gagne 8 000 € par an, les apparences sont sauvées et moi, je peux aller chercher mes enfants à la sortie de l'école» et Exactement. donc ça rassure tout le monde, Mmh. sauf ton banquier, quoi. Enfin, ou te enfin, Ou ta retraite. oui, voilà, ou te bon, le banquier, à la limite, c'est bon, ça va pas l'empêcher de dormir, Mais c'est ta mais en moi tout du cas futur qui va en voilà, pâtir. voilà, exactement. Ça se fait aux dépens de l'indépendance économique et c'est quand même assez malheureux. Après, par rapport à ce que tu dis sur le fait que les femmes choisissent des secteurs moins bien rémunérés et tout, ça fait partie, je trouve, un peu des discours qui me gênent Mmh. liés à l'égalité professionnelle parce que on demande beaucoup aux femmes de se calquer sur des comportements, masculins. J'appelle ça globalement le syndrome de la chemise blanche. C'est rigolo parce qu'aujourd'hui j'ai mis une chemise blanche donc Moi aussi. voilà, voilà, Je écoute, me plaide coupable. on est absolument raccord dans le thème. Mais en gros, c'est que pour lutter contre les inégalités salariales, pour lutter contre les inégalités professionnelles, c'est aux femmes de s'adapter et de courir derrière l'égalité. Donc c'est à elles d'être des Wonder Woman qui vont réussir à tout faire. C'est à elles de s'orienter vers les filières les plus rémunératrices qui sont masculines, alors qu'en fait, les femmes travaillent déjà et elles font un travail essentiel à la société. Le problème, c'est pas qu'elles choisissent les mauvaises filières, c'est qu'on ne rémunère pas bien Ouais. les métiers majoritairement féminins qui sont les plus essentiels pour la société. Parce que clairement, si demain on n'a plus d'auxiliaires de puériculture en crèche, d'aides-soignantes, d'infirmières, tous les Puis il y a une métiers du soin, pénibilité du travail. Infirmière, c'est, extrêmement pénible et ça voilà, c'est des cause des métiers problèmes. qui sont sous-estimés dans les grilles de classification parce qu'il y a des biais sexistes, Mmh. parce qu'on a essentialisé ces compétences en disant bah, prendre soin des autres, écouter, C'est facile. c'est facile pour les femmes Mmh. parce que c'est inné, alors qu'en fait, c'est des compétences professionnelles, c'est pas des qualités, c'est des compétences professionnelles qu'on apprend, voilà, avec l'expérience et en plus, la pénibilité est sous-valorisée. C'est-à-dire que là où le bruit dans une usine, où il y a majoritairement des hommes, c'est reconnu comme un critère de pénibilité, le bruit dans des crèches, c'est pas reconnu comme un critère de pénibilité. Une aide-soignante qui va porter des corps, Ouais. qui va avoir du temps de trajet entre les patients, qui se confrontent à la maladie, à la mort, tous les jours, à des relations parfois compliquées avec les patients, Aux situations de crise. voilà, aux situations de crise, tout ça n'est pas reconnu comme de la pénibilité. Et parce que ces métiers sont quand même pénibles, souvent, on réduit son temps de travail pour tenir sur le long terme. Donc il y a un truc assez vicieux. Mmh, mmh mh. Pour continuer à être pas bien payée, je vais devoir travailler moins, donc je vais être encore moins bien payée. Donc pour moi, dire aux femmes, de devenir ingénieure ou informaticienne au lieu de faire, tu vois, des métiers de voilà, d'aide-soignante, d'infirmière, c'est pas une solution. Mais on dit pas aux hommes d'aller vers les métiers du soin et du care. Ouais. Et donc là, je trouve qu'il y a une forme un peu de mépris de ce qui est féminin, mais on parle des métiers du care, mais tu vois, c'est aussi, je trouve, dans tout ce qu'on appelle les fonctions support. Bien sûr. On connaît bien dans le monde de l'entreprise, donc tout ce qui est RH, communication, marketing, compta, juridique, qui sont des secteurs où il y a majoritairement des femmes et on appelle ça des fonctions support. Donc tu vois, comme si le noyau dur du travail, c'était ce que font, les hommes, les compétences techniques et que les femmes sont là en périphérie. Moi, Ouais, je trouve très souvent le travail des femmes est périphérisé. exactement. On est mis en périphérie alors que les RH, le juridique, la communication, le marketing, c'est des enfin, tu vois, des dimensions fondamentales Ouais. de la bonne santé d'une entreprise et il y a même un arrêt de la Cour de cassation qui a donné raison à une responsable RH en 2010 Mmh. qui, bah, poursuivait son employeur parce qu'elle était moins bien payée que les responsables commerciaux masculins en disant: «Mais moi, j'apporte autant de Autant, valeur bien sûr. à l'entreprise» et elle a eu gain de cause. Mais ça a pas forcément créé tu vois, une jurisprudence. Ça aurait pu. Malheureusement, ça aurait pu. Tu vois, ça, cette anecdote-là, on peut l'utiliser et on peut l'injecter dans le coaching. Et qu'en fait, toute cette vision systémique, Mmh. elle peut servir le coaching Ouais. et pas l'opposé. Voilà. Du coup, si on se met dans le paradigme, bon, du coaching, on tombe dans l'individu. Oui. Comment, à un niveau, du coup, collectif, on pourrait, en tant que société, réévaluer ces postes? Parce qu'on est tout à fait Mmh. alignés sur le constat et voilà, on a besoin d'arrêter de
sous-estimer tout ce qui est fonction, «féminine» entre guillemets. Ouais. Comment on fait? Parce qu'on n'est pas assez présente dans les sphères de pouvoir justement. Alors, je vais dire le mot que personne n'aime entendre dans les dans les hautes sphères de l'entreprise. Il y a les syndicats. Ouais. Les classifications de métiers, il y a l'obligation de les réviser tous les 5 ans, les grilles de classification, donc pour déterminer la valeur des métiers. Après, il y a évidemment des biais du côté des syndicats qui ont été pendant très longtemps majoritairement, investis par des hommes Bien sûr, qui de la n'avaient pas classe du tout ouvrière, conscience de de voilà, qui n'avaient pas du tout conscience de la dimension genrée des inégalités professionnelles. Donc voilà, hein, c'est malheureusement un peu partout, c'est très diffus, vraiment. voilà, c'est très diffus. Donc il y a des syndicats. Après, collectivement, comment on fait? Bah, c'est sûr que quand on est une femme seule, va de pointer du doigt les inégalités, de contrer une remarque sexiste, c'est prendre le risque de s'exposer et d'être stigmatisée en tant que femme. C'est C'est la là où double peine en fait. voilà, c'est la double peine. Moi, je trouve qu'il faut pas ajouter une injonction aux femmes de dire, «C'est à nous de nous défendre au travail», parce que parfois on n'a pas les moyens de le faire Mmh. et que c'est dur d'avoir la charge de la lutte pour l'égalité, toute seule parce que, ben, on va subir un backlash Mmh. et que les femmes, on leur demande de montrer patte blanche et de se fondre dans la culture d'entreprise et dès que tu viens rappeler que tu es une femme parce que, tu as entendu une remarque sexiste ou parce que tu as des problèmes de santé liés au fait d'être une femme, ou parce que tu as des problèmes de conciliation vie privée, vie pro, tout de suite, on se dit: «Ah bah, voilà, vous voyez les femmes, c'est compliqué au travail», on vient valider un stéréotype, donc en fait, Ouais. c'est hyper pervers, donc le faire toute seule, c'est compliqué, le faire à plusieurs, beaucoup mieux. Il y a des réseaux féminins, il y a des comités diversité, il y a quand même des gens aussi haut placés dans les comex, dans les conseils d'administration qui sont sensibilisés à ces sujets. Mmh. Il faut au minimum 30 de femmes autour de la table pour que la conversation puisse changer et que des sujets autres deviennent des priorités. Donc il faut, voilà, Ouais. heureusement, on a les quotas. Comment on fait pour transformer ça? Moi, je pense qu'il faut aussi changer fondamentalement notre vision de l'égalité professionnelle. Je trouve qu'aujourd'hui, on l'aborde beaucoup comme une démarche de favoritisme, presque comme quelque chose de philanthropique, de se dire: «Ah, les femmes, les pauvres, il faut les aider à monter la marche, on va leur faire des faveurs». Voilà, on les regarde un peu comme des petites choses, et voilà, on leur fait des fleurs et on va les aider, mais donc il y a un petit côté un peu misérabiliste, je trouve. Ouais. À côté de ça, on nous dit que toutes les mesures pour plus de flexibilité, plus d'égalité, plus de méritocratie, plus de transparence, une meilleure conciliation, c'est des jolies idées qui coûtent cher. Ouais. Et que le monde de l'entreprise marche à la viabilité économique et que donc c'est mignon de vouloir allonger le congé paternité ou de vouloir mais c'est pas Ça marche viable. pas. Ouais. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense que ce qui coûte cher aujourd'hui, c'est la culture du présentéisme. Parce qu'on sait très bien que c'est pas parce qu'on reste jusqu'à 20 heures au travail qu'on travaille. Voilà, et les pays, scandinaves, l'ont très bien démontré et là-bas, on peut finir à, 16 heures, 17 heures et il y a pas d'impact sur la performance. Mmh. Il y a je ne sais pas combien d'études qui montrent que plus de flexibilité, une meilleure conciliation, plus de mixité, plus de diversité, plus d'égalité, c'est plus de performance. Point sur lequel, je suis pas Ah! totalement Ah bon, alignée. bah, écoute, voilà, mais moi, ce que j'essaie d'impulser, c'est de dire: «Mais cette culture du présentéisme, elle coûte cher». Ouais. Le fait de faire monter les gens parce qu'ils se ressemblent, parce qu'ils se cooptent, parce qu'il y a l'effet boys club et pas parce que c'est les plus compétents, ça coûte cher. Le fait de valoriser les gens, pas parce qu'ils sont les plus compétents ou les plus méritants, mais parce que c'est ceux qui savent le mieux se mettre en avant, Mmh. ça nous coûte cher. Le manque de conciliation, ça nous coûte cher. Sous-valoriser les métiers majoritairement féminins, ça nous coûte cher. Ça va nous coûter très, 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 très cher quand on n'aura plus du tout de personnel dans les crèches, quand on n'aura plus du tout de personnel, Oui, soignant. ça clairement oui. Je pense que ça peut coûter très cher Ça va si coûter très cher à tout le monde et c'est là où, en fait, c'est un peu dommage de voir toujours ça comme un sujet de femmes ou, de voilà, de la situation des femmes au travail parce qu'en fait, ça va impacter ouais. l'ensemble de notre société. On a une société qui est vieillissante, donc on va avoir une vraie problématique de l'aidance. 60 des aidants sont des femmes, Mmh. donc c'est quand même, tu vois, ça à prendre en compte. Si on n'œuvre pas pour une meilleure conciliation, pour une meilleure prise en compte du reste de la vie. Moi, je dis souvent, le temps de travail, il est souvent pensé uniquement en fonction de lui-même. Et tout ce qui est à côté, il y a très peu de place. Et qu'on dit beaucoup, la maternité est un frein au travail, voilà, la parentalité vient bouleverser la carrière. Moi, j'aime bien aussi renverser ça en disant, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui notre façon de travailler fait à notre façon de faire famille? Ouais. Comment est-ce qu'aujourd'hui, cette culture du présentéisme, elle impacte nos parentalités?
Quand tu rentres chez toi à 19h30 et que ton enfant se couche à 20h ou à 20h30 ou tu vois? Et encore 19h30, c'est un peu Ouais. bougeant pour qu'il c'est plus tard. Mmh. En plus, si tu ajoutes le temps de transport. Mais Plus large que ça, d'où on les nous dit: femmes qui «Il se faut faire des mettent, sports, il faut bien manger, il faut bien dormir, il faut passer du temps de qualité avec ses proches, il faut s'occuper de ses parents, il faut, s'engager dans des associations, il faut, s'informer pour, la survie de notre démocratie». Enfin, tu vois? On oui, mais en fait, on n'a pas le temps et le la problématique du temps, elle est vraiment, je trouve, au cœur de tout et donc cette culture présentiste, elle coûte cher. L'impact est immense donc moi, je trouve que c'est intéressant de renverser cette perspective et Ouais. de dire: «Là, aujourd'hui, ça nous coûte cher». Et cet argument de viabilité économique, Et ça coûte cher à qui exactement? ça coûte cher à tout le monde. Ça coûte cher aux entreprises et ça coûte cher à la société. Mmh. Quand on fait monter les gens, pas parce qu'ils sont les plus méritants ou les plus compétents, ça coûte cher à l'entreprise. L'effet boys club, ça coûte cher aux entreprises et ça coûte cher aux hommes aussi. Parce qu'il ne s'agit pas d'opposer hommes et femmes en disant: «Ah, les hommes, ils ont vraiment des comportements professionnels minables et puis ils ont une absence de valeur». Tu vois, on parlait de l'authenticité. Je pense que l'authenticité, c'est aussi une valeur C'est importante partagé, pour beaucoup d'hommes. bien sûr. Mais je pense que eux, ben, ils se posent peut-être pas assez, ils ont peut-être pas aussi la place de faire rayonner leurs valeurs, de faire aussi de l'introspection sur leur carrière parce qu'ils sont eux-mêmes nourris d'énormément d'injonctions liées au travail. Mmh. Certes, ils ont plus de postes à responsabilité, ils gagnent plus d'argent. Sont-ils plus heureux pour autant? Moi, j'en suis pas sûre. C'est Les pas femmes ont plusieurs piliers mmh. sur lesquels elles peuvent construire leur identité. Alors aujourd'hui, on se dit: «Oui, bah, voilà, les femmes, c'est bien de travailler», mais tu sais très bien que si tu t'arrêtes de travailler pendant 4 ans et que, tu t'occupes de ta famille, ne sera pas, déprécié, du moins pas trop, par la société. Un homme qui perd son travail, Il existe c'est quelqu'un qui perd son pilier identitaire et c'est terrible, je trouve, pour lui et de voir que, tu vois, le congé paternité est de seulement 28 jours facultatifs, 7 jours obligatoires, 28 jours facultatifs, seuls 76 des pères le prennent. Est-ce qu'ils le prennent pas parce qu'ils en ont rien à faire? Moi, je pense pas. Ils le prennent pas parce qu'il y a encore beaucoup de cultures d'entreprise dans lesquelles on se dit: pourquoi tu veux aller changer des couches? Reviens au travail, c'est beaucoup plus intéressant. Donc on voit qu'on leur laisse aussi peu de place pour s'investir et tu vois, venir nourrir leur identité de mmh. père et c'est là où aussi il y a des injonctions très liées à la bonne masculinité, en entreprise, voilà et dans le monde du travail. Un vrai homme, c'est un homme qui travaille. Un homme qui perd son emploi ou qui gagne moins que sa femme ou qui n'est pas promu ou qui passe à temps partiel, on va considérer que c'est un demi-homme. Enfin, tu vois, c'est terrible pour eux aussi. Ça nous coûte cher à tous, en fait, et à toutes, tout ça. Et donc, c'est là où relire par le prisme de l'égalité, de repenser l'équilibre du temps, de repenser la valeur des métiers, c'est aussi agir pour que les hommes soient libérés de beaucoup d'injonctions liées au monde professionnel et voilà, à leur qualité de vrai homme qui, en fait, c'est une partition très, très limitante Mmh. pour eux. Tu vois, on a l'impression qu'ils ont un chemin à faire et pas forcément beaucoup d'aménagements possibles, quoi. Ou alors, s'ils le font, s'ils le prennent, il va y avoir un regard désapprobateur. Voilà, c'est pour ça, je veux Bah, dire tout comme les femmes ont un chemin entre guillemets, ce qui est attendu d'elles, c'est la maternité. oui, Si c'est elles répondent l'inprincipal. pas à Ouais, cette ouais, injonction, oui, elles ouais. vont être regardées de travers tout au long de leur vie. Mmh, En tout cas, on leur posera la mmh. question, très régulièrement. Oui, ah bah, bien sûr, bien sûr. Exactement. Enfin, je trouve que ton déroulement est très pertinent. Il y a des points sur lesquels, bon, Mmh. voilà, on n'a pas forcément la Mmh. même vision, notamment la vision de la diversité comme levier de performance. Mmh. Ça, pour le coup, c'est un sujet, qui me travaille beaucoup aussi Ouais, parce que, je suis une femme issue de la diversité ouais, et ouais, donc c'est des questions que j'essaye d'explorer ouais, avec, différentes perspectives. J'en ai parlé avec Olivier Sibony, ouais. qui est donc, professeur à HEC et qui a écrit beaucoup de livres sur le sujet et qui disait: «Eh bien, en fait, on s'est tous trompés. Ah! Ce n'est pas vecteur de performance. Bien au contraire, parce que, tout simplement, on n'a pas les mêmes référentiels, on n'a pas les mêmes codes, on passe moins de temps ensemble et donc ça permet moins la performance au travail que d'être diverses dans une équipe. Néanmoins, Mmh. ça reste, un levier important pour nous en tant que société et qu'il ne faut pas tout capitaliser sur la performance, mais par contre, Mmh. voir que dans sa globalité, en tant que société, si on a des personnes diverses et que tout le monde se sent inclus, alors on aura plus de chances d'être dans un état stable et de finalement s'éviter des révolutions, des choses un peu extrêmes. Donc vraiment, il avait une vision un peu plus large de la problématique Mmh. en se disant: de manière pratico-pratique, en fait, si on a les mêmes codes et qu'on a fait les mêmes écoles et qu'on parle de la même manière et qu'on passe nos week-ends ensemble, on va travailler de manière plus fluide, Mais même est-ce qu'on si va prendre les meilleures décisions? c'est à discuter, mais Ouais.
voilà, c'est ce qu'il en ressortait. Oui, j'ai l'impression que c'est un peu la prime à la facilité Mmh. dans ce que tu vois, ce que j'entends, de dire: «Oui, on parle la même langue, on a la même culture, on se comprend, on a les mêmes blagues, on rit des mêmes choses, on a le même vécu». Ouais, Mais du coup, il y a une forme d'uniformité et il y a un manque de diversité de vision, il y a un manque de challenge, de confrontation, d'idées. Enfin, tu vois, moi, énormément de femmes qui arrivent dans les comex ou les conseils d'administration et qui sont hyper déçues parce qu'elles trouvent elles pensaient être dans un endroit de pouvoir où ouais, elles allaient pouvoir avoir un impact et elles trouvent une cour de courtisans où en fait tout le monde est là à brosser le PDG dans le sens du poil et qu'il y a une forme presque de politesse de je t'ai inclus dans mon board. Viens pas, faire la révolution ou dire que tu es pas d'accord avec mon idée, et que du coup on est, dans un système plus tu parlais de meute, d'un groupe, qui va se conforter dans ses certitudes. ouais. Est-ce qu'on prend des bonnes décisions quand on se conforte dans ses certitudes? Moi je pense pas et c'est Viviane de Beaufort d'ailleurs qui étudie pas mal ça parce qu'elle accompagne des femmes justement, dans les boards et voilà, comment est-ce qu'on peut, s'affirmer, prendre la place et elle dit: «Les modes de gouvernance sont en train de changer». Aujourd'hui, on a tellement d'incertitudes dans le monde, en niveau économique, géopolitique et tout, que se fier à la vision d'une personne, Ouais. ça ne marche pas, ça fait prendre des mauvaises décisions. Il faut avoir plusieurs expertises, il faut avoir plusieurs visions, il faut être dans un truc beaucoup plus horizontal que vertical Mmh. pour prendre les meilleures décisions et ça, aujourd'hui, il y a quand même des entreprises qui comprennent et qui disent: «On ne peut plus, voilà, s'en remettre à la vision d'une seule personne». Puis Oui. c'est beaucoup trop de pression aussi pour cette personne. C'est-à-dire que je trouve qu'on a une forme de culture du chef où il faut tout savoir, on devrait pouvoir remplacer n'importe qui à n'importe quel poste, il faut être sûr de soi, il faut avoir réponse à tout. Ouais. Mais c'est hyper pressurisant. Enfin, c'est pas non plus étonnant que des chefs d'entreprise fassent des burn-out parce que la pression, elle est monstrueuse, alors qu'en fait, une Si on bonne répartit les pouvoirs. gouvernance, c'est des personnes légitimes qui ont des expertises. Évidemment, il y a un chef d'orchestre à la fin qui va écouter tout le monde et qui va trancher. Mais on écoute les alertes, les priorités qui sont remontées. Mmh. Il y a une forme d'intelligence collective. Et ça, je trouve que quand on est dans des univers où tout le monde se ressemble, où tout le monde a le même avis, ça ne marche pas. Et après, bon, ils disent, ça évite des révolutions et tout, mais les révolutions, c'est aussi des formes de régulation. Après, là, on voit qu'on est dans une montée des extrêmes qui est très, 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 très effrayante et voilà, mais moi, je pense que l'entre-soi Mmh. et rester dans une forme d'uniformité n'est pas un vecteur de performance. Enfin, moi, j'y crois pas. Après, ça n'engage que moi Oui, oui. et Olivier Sibony a le droit de penser ce qu'il veut, Non, évidemment. mais bien sûr, c'est Ouais, c'est juste ouais. des points de vue et ce que je me disais donc en échangeant avec, voilà, toutes ces personnes, on m'a Mmh. aussi reçu Viviane de Beaufort, donc Oui, super. on a les mêmes, Mmh. experts, Mmh. avec différentes perspectives. Je pense que la performance en tant que on a besoin, en tout cas, de partager des codes pour se comprendre et avancer plus vite. Je pense pas que ce soit nécessaire tout le temps. Donc, par exemple, lorsqu'on Mmh. parle de conseil d'administration ou de comex de grandes entreprises, peut-être que la diversité là, elle est de toute façon intéressante parce qu'on a différentes, perspectives Oui. d'un même problème. Et donc là, j'ai l'impression, en tout cas, et j'ai pas toutes les études, mais que ça fait plus «sens» entre guillemets. Mais peut-être que dans le propos d'Olivier Simony, c'était pour se mettre en action, pour démarrer quelque chose, c'est peut-être plus fluide avec des gens qui partagent les mêmes codes pour avancer plus vite. Il y a une question, je pense, de mon point de vue, de temporalité. À quel moment on travaille avec des personnes diverses et qu'est-ce que ça produit comme résultat? Ouais. Et sur la partie meute et comment fonctionnent les conseils d'administration, oui, en fait, on est, d'héritage, un peu monarchique. Ouais, Donc en ouais, fait, on continue absolument. Ouais. à reproduire ce Mmh. système finalement et c'est un peu comme ça qu'est pensée aussi notre république. Enfin, c'est un système qui, se cascade même dans les entreprises, dans notre manière de voir le monde, de voir le pouvoir, de voir les accomplissements. Est-ce que ça porte préjudice à la performance aujourd'hui? Par exemple, à la performance d'entreprises en France, type du luxe et cetera? J'ai pas l'impression, en termes de chiffre Mmh d'affaires. mh. Est-ce que ça peut porter préjudice dans un moyen court terme en fonction des nouvelles, voilà, des nouvelles problématiques en termes de durabilité, en termes de géopolitique, de risque, d'avènement de l'IA, de comment on fait en sorte que la machine et l'homme cohabitent Mmh. ou la femme cohabite? Mmh. Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que ces questions, elles sont plus vastes, en tout cas, Mmh mh. et qu'il faut vraiment prendre factuellement, aujourd'hui, comment performent nos entreprises avec ce modèle. Mmh mh. Qu'est-ce qu'on gagnerait à un autre modèle? Et comment s'inspirer? Moi, je suis aussi très fan de ce que les Nordiques ont fait, où les femmes, sont à des niveaux décisionnaires très présentes, où ils ont revu la manière
de penser la répartition du travail et la répartition de la vie. Mais pour arriver à ce résultat, on a eu quand même une grève des femmes qui Mmh. a été un moment clé et le déclic pour changer de système. Oui. Aujourd'hui, On j'ai n'aura pas pas de grève de l'impression, femmes en voilà, France, je pense, que l'année non, prochaine, on non. va Enfin, toutes arrêter de travailler au même moment. il Et faut jamais dire jamais, on sait pas, mais oui, ça paraît a priori, difficile. Alors après, moi quand même, je te rejoins et je rejoins du coup peut-être Olivier Sibony dans cette dimension-là. Je suis d'accord que pour travailler ensemble, il faut partager des valeurs, il faut partager une envie, voilà, d'une mission, d'un intérêt aussi parfois. Mais ça, c'est le travail de la culture d'entreprise. De dire on réunit des gens, voilà, différents, des collaborateurs, collaboratrices et comment est-ce qu'on les met en mouvement ensemble autour de valeurs, autour d'une mission, autour, voilà, de centres d'intérêt, bon, bah, ça c'est le rôle de la culture d'entreprise, mais on peut le faire avec des gens, tu vois, divers, ah quoi. oui, 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 Donc et qui adoptent les codes et la culture. Je suis d'accord ouais, avec toi. Je pense que voilà. c'est une question de, voilà, d'adhésion à un modèle, Mmh. à une culture, pas Mmh. forcément de d'où on vient, de ce qui nous a forgé de l'école qu'on a faite, mais c'est une adhésion à un modèle Mmh. et en se disant: «On va tous porter ce projet, Oui, collectivement pour le faire oui aboutir». et ça, c'est le dénominateur commun qui peut rassembler des Mmh. gens très différents. Ouais, C'est intéressant de se demander justement pour une entreprise, qu'est-ce que c'est le liant ouais. entre les collaborateurs et les collaboratrices? Et malheureusement, parfois, c'est un peu un impensé Mmh. et tu vois, il y a des cultures d'entreprise qui aussi vont être teintées un peu d'une atmosphère assez masculine dans les activités de team building, dans les blagues, dans les voilà, les événements, qu'on va organiser, et qui, je pense, c'est pas conscient, hein. Il y a beaucoup d'inégalités professionnelles qui sont faites de façon complètement inconsciente, Ouais, vis-à-vis des femmes. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de jeter la pierre, pas en du se tout. disant, «Gros méchant», non, Non. c'est pas ça. Mais je prends l'exemple de la culture de l'alcool. Beaucoup d'entreprises où, bah, pour, voilà, créer de la cohésion, créer aussi des formes de récompenses, pour le travail accompli, on va organiser des événements avec beaucoup d'alcool, des open bars, le vendredi soir à la fin de la semaine. Alors déjà, tout le monde ne peut pas rester, le vendredi soir ou a peut-être envie de faire autre chose Ouais. et puis cette culture de l'alcool, elle est glissante pour les femmes à plusieurs titres parce que si elles sont ivres et qu'elles ont des comportements, border, on va beaucoup plus les juger à long terme que si c'est des hommes qui ont beaucoup plus le droit à l'oubli parce que bon, bah, c'est Ils Jean-Michel, ont il est il a déconné pendant cette soirée. voilà, on est beaucoup plus indulgent et puis deuxièmement, cette culture de l'alcool, bah, ça favorise les agissements, sexistes, voire des agressions. Voilà, encore, il y a pas mal d'entreprises qui se défaussent là-dessus en disant: «C'est des comportements individuels de chacun». Oui, mais en fait, on est quand même responsable de la culture d'entreprise qu'on crée donc moi, je trouve que c'est une très bonne démarche de repenser ça aussi et de se dire: «Bah, c'est quoi le liant, en fait, entre les collaborateurs?» plutôt que d'aller dans des trucs un peu faciles de: «On va faire un open bar, on va faire un séminaire», Ouais. voilà, où tout le monde Ça tu ça vois? nous C'est invite à de la créativité exactement et pour ça repenser, ça la invite récompense, le modèle. à se réapproprier Ouais. la culture d'entreprise en tant que voilà, une entreprise en tant qu'entité avec une mission, avec des valeurs, pour justement réunir des gens différents. Donc c'est assez intéressant et encore une fois, une belle opportunité, tu vois? Moi, j'adhère totalement à l'idée, en tout Mmh. cas à Ouais, l'idéal. bien sûr. Mais je me dis de manière pratico-pratique, si toi, tu as, je sais pas, 55 ans, tu as été commercial toute ta vie, tu as un jeune loup commercial qui Ouais. arrive, qui te ressemble comme 2 gouttes d'eau quand toi, Mmh. tu avais commencé dans cette boîte, qui a aussi, tu sens qu'il a la hargne, qu'il a envie de réussir, qu'il a envie de prouver. Mmh. Tu t'identifies à lui, hein, Mmh. et c'est un Bien lien sûr, bien sûr, typiquement humain. bien sûr. Versus, une, jeune femme qui va peut-être pas, faire la bonne école, qui va parler un peu différemment, qui va pas avoir le même référentiel sur le dernier match de Nadal, et Ouais, qui va moins rire à tes blagues, ouais, ouais. Bah, qui oui. t'embauche? J'ai l'impression que humainement, Mais bien sûr, on est tous humains. voilà. On est tous humains là-dessus. C'est le biais de ressemblance où on va avoir beaucoup plus de feeling, on va beaucoup plus sentir quelqu'un qui nous ressemble. Mais après, est-ce que je suis la seule personne à recruter? Est-ce que j'ai conscience de mes biais et de ces critères-là? Est-ce que, tu vois, il peut pas y avoir aussi des politiques un peu plus diverses dans le recrutement? Tu évoques 2 profils, mais parfois les 2 profils sélectionnés, c'est les 2 mêmes, tu vois? Et Oui, qu'il y a aussi des trucs où on se dit: «Bah, en fait, là, on va recruter pour un poste, on a besoin de 4 candidats, on va veiller à avoir 2 femmes, 2 hommes». Peut-être qu'a priori, ces 2 femmes,
on les aurait pas, naturellement, sélectionnées ou qu'on est allé les chercher parce qu'elles ont pas postulé. Mais on se dit: «Tiens, il y a voilà, il y a quelque chose peut-être de surprenant, il y a quelque chose à creuser qu'on n'avait pas vu a priori». Après, ça n'engage en rien Oui, sur les 4. Très bien préférer, nommer, un homme, qui te ressemble et voilà. Mais en tout cas, d'être dans cette démarche, je trouve un peu d'introspection et de se dire, en fait: «Est-ce que je recrute pour les bonnes raisons? Est-ce que je suis le seul à décider ouais. du recrutement?» On peut aussi recruter à plusieurs, Mmh. tu vois? C'est voilà, il y a quand même des choses qu'on peut réinterroger, mais après évidemment, on a tous nos biais. Ouais, Enfin, moi j'ai bien des sûr, biais, tu as bien des sûr. biais, tu vois? On peut pas être parfait et il faut pas nier le caractère absolument humain, Oui, dans le ça monde du peut travail bien non sûr. plus. Voilà, ouais. Mais avoir de l'ouverture, faire preuve, d'empathie aussi, tu vois? Par exemple, enfin, moi c'est un exemple que j'aime bien prendre, mais la santé des femmes. Parce que quand tu es une femme au travail, il y a beaucoup de choses qu'on va taire. On va peut-être pas connaître, tout en même temps, mais quand même, quand on est une femme, on a de bonnes chances, heu, d'avoir des règles, hein, tous les mois, des règles douloureuses, d'avoir des urgences gynécologiques et mammaires. Typiquement, je sens une boule au sein, j'ai besoin d'aller faire vérifier, je prends le premier rendez-vous, c'est à 16 heures mercredi, on va me dire que j'ai posé ma journée, enfin voilà, enfin je vais poser ma journée du coup pour ne pas déranger. Le premier trimestre de grossesse, qui est quand même Mmh. enfin voilà, un truc on dit: «La grossesse n'est pas une maladie». Bah, non, mais c'est quand même Ça y sacrément ressemble pas. handicapant. Enfin, c'est voilà, vraiment quand Pour vous avez certaines, besoin de ça y dormir 12 ressemble heures pas. par jour et le moment où on a besoin du plus d'aménagement, où le risque, d'interruption de grossesse est le plus fort, on nous demande de faire comme si de rien n'était, de prendre les transports et de travailler voilà et d'aller vomir en silence, tranquillement aux toilettes, tu vois? C'est quand même un Et de peu revenir avec Georges à rouge. et évidemment, enfin, je parle même pas des parcours de PMA Ouais. qui sont hyper contraignant. Encore une fois, on va peut-être pas tout connaître en même temps et peut-être qu'on connaîtra pas tout Mmh. non plus, mais il y a de bonnes chances quand même, quand on est une femme, qu'à un moment, on vive plusieurs de ces événements-là. C'est une image terrible que j'utilise, un peu provoque, mais le meilleur endroit pour vivre sa santé au travail, c'est les toilettes, où tu vas t'aérer, pleurer, vomir, dormir, te voilà. Ouais. On a tellement assimilé que le modèle de référence du bon travailleur, c'était un homme qui n'a pas tous ces problèmes de santé. Les hommes ont des problèmes de santé, mais tout cela, ils les auront pas et c'est quand même des choses, tu vois, très cycliques chez les femmes, très voilà, très présent. Donc c'est un homme qui n'a pas ces problèmes de santé et qui n'a pas de charge domestique et parentale. Ouais. Quand tu as assimilé et intégré tout ça, et bah, tu prends sur toi que, dans ces cas-là, faut poser, un jour de congé sans solde ou une RTT, mais ne pas déranger. Et donc tu es vraiment dans cette, démarche-là de montrer patte blanche et tout. Et c'est là où je trouve que c'est dommage parce qu'on parlait d'empathie et du caractère humain du monde du travail, justement, d'avoir de l'empathie pour ces situations, de les prendre en compte. Et c'est pas faire du favoritisme. Ouais, C'est 17 millions de femmes bien qui sûr. connaissent la ménopause, en France, tu vois? C'est plus de 600 000, grossesses par an Puis on est 52 de la population, et voilà et en fait, donc mais exactement, on n'est pas anecdotique. exactement. C'est pas faire du favoritisme quand il s'agit de la moitié de la population, tu vois? Mais on a tellement intégré qu'on était des exceptions et des particularités alors qu'en fait non, ça devrait être, la norme et de se dire: «Bah ça, comment est-ce qu'on peut le prendre en compte?» Alors souvent le réflexe, c'est de dire: «Bah, on va faire des jours de congé». Tu vois? Moi, par exemple, le congé menstruel, je suis pas hyper à l'aise avec cette idée-là, parce que déjà, je trouve ça hyper stigmatisant de dire, congé menstruel, tu as pas du tout envie que Mmh. ton chef, soit au courant qu'à ce jour-là enfin voilà et en plus, ça peut, bah, renforcer des stigmatisations parce que tu vas dire un manager, il va se dire: «Bon, j'ai embauché une femme, elle va tomber enceinte un moment, elle va être absente, ouh là là, compliqué, 3 mois de congé maternité». Enfin bon, tu te casses la jambe, au ski, c'est à peu près pareil, hein, mais passons et si en plus il se dit: «Ah et puis elle va poser un congé menstruel, tous les mois, elle va pas être là», bah, en effet, il vaut mieux embaucher un homme, tu vois? Et surtout, c'est dans une logique de si ça ne cadre pas avec le modèle de référence et bah, du coup, congé, on renvoie les femmes chez elles. Alors qu'en fait, Ça peut être accueilli dans, il peut y avoir des aménagements. mmh, C'était Florence Schapper, qui est vraiment l'experte égalité professionnelle, qui interroge tout ce qui est conditions de travail et sexisme dans le monde du travail pour l'Agence, nationale de l'amélioration des conditions de travail, l'ANACT, et que j'ai interrogée pour, dans Les Méritantes et qui me disait: «Notre réflexe, c'est beaucoup de renvoyer les femmes chez elles quand ça cadre pas, mais en fait, on peut faire des aménagements, de temps, de transport, de tâches. Évidemment, il y a ses limites, tu vois? On parle beaucoup du télétravail et tout. La boulangère, elle peut pas télétravailler, tu vois? Enfin, il y a des postes qui ne sont pas des postes de bureau, et ça ne marche pas à tous les coups. Mais quand même, tu vois? Être un peu plus créatif. ouais.
Je trouvais ça très intéressant, ta vision en fait de comment on peut, sélectionner les personnes différemment Mmh. finalement, ne pas tomber dans ce biais un peu humain et je pense que l'IA peut aider Ouais. justement à combattre, ces Mmh. biais. Parce que finalement, si on détecte les potentiels et talents, bah, les gens en entreprise ont moins à se promouvoir et à voilà, Tout essayer à fait. de remonter, pour pouvoir, se positionner sur des postes. On sait que les femmes sont moins bonnes à le faire que, Mmh. les hommes. Et d'autre part, peut-être que pour cette sélection à l'externe, bah, on aurait moins de biais de: «Ah, il me ressemble, ça aurait pu être un moi plus jeune» et donc finalement, je peux, recevoir des personnes qui, sur le papier, n'ont pas l'air de me ressembler, mais qui finalement, bah, Absolument. incarnent les valeurs de la société, la culture de la société et vont permettre d'avancer ensemble. Donc je pense que l'IA, peut être utilisée en notre faveur, justement pour avoir plus de L'objectivité, en fait. ouais, Après, ça dépend comme comment on c'est fait, parce que exactement, évidemment que les algorithmes sont aussi biaisés en fonction de ouais. ceux qui les font, mais je ne vais rien t'apprendre. Moi, je pense qu'en effet, ça peut être utile, bah, poser les critères, voilà, faire, assembler des données et après, dans le recrutement, il y a quand même une dimension humaine, il y a une part d'instinct aussi, Ouais. de feeling. Enfin, tu vois, des bons chasseurs de tête, je pense pas que tu les remplaces par l'IA. Après, c'est pas ou que de l'humain ou que, la machine, qui va, nous sélectionner et tout. C'est une alliance des 2. Et moi, je pense en effet que l'IA, ça peut être un outil, stratégique intéressant Mmh. pour se remettre en question justement, pour être vigilant sur ses propres biais, sans pour autant remplacer le recruteur ou la personne. Tout comme, tu pourrais dire à l'échelle d'un service, bah, si on fait du reporting, qu'on a les résultats, de chacun, que tout est très, traduit en data, on va voir qui est le plus méritant, qui est le plus compétent, dans le service. Mais parfois, c'est pas des choses qu'on peut mettre dans des fichiers Excel. Mmh. Voilà, Ouais. parfois, c'est beaucoup plus complexe que ça et que justement cette traduction, dans des cases, bah, elle va couper aussi une partie de la réalité, il y a des choses que tu peux pas traduire donc je pense qu'il faut des 2. Mmh. Mais évidemment, c'est un Ça peut être un levier. très bon mais oui, ça peut être une bonne opportunité. Alors, j'aimerais avoir ton avis sur la société française. Tu OK. penses qu'on attend quoi des femmes aujourd'hui, toi qui as, analysé sur ces 10 Waouh! dernières années, comment les femmes étaient vues en entreprise, leur carrière, Ouais. l'alliance ou pas, de la maternité et de la carrière? Comment toi tu vois, cette, projection pour les femmes? Dans l'entreprise ou plus Dans l'entreprise d'abord et puis après plus largement, moi, je trouve qu'on demande encore beaucoup aux femmes de s'adapter. On ne saisit pas l'opportunité de réinterroger les règles du monde du travail pour plus d'égalité au bénéfice de tous et toutes. Aujourd'hui, on a quand même une crainte liée à la montée des extrêmes, liée à certains discours masculinistes, liée à des droits qui reculent. Après, ce qui se passe aux États-Unis peut être annonciateur de certaines choses. En France, on a quand même une certaine culture démocratique, des valeurs et des lois et une constitution qui protège, pas mal de choses. Il y a quand même un discours, bah, tu vois, sur la natalité, sur le fait de faire des enfants. On a quand même un président qui nous a parlé de réarmement démographique, mmh, sans parler de réarmement économique des femmes. exactement. Non, mais c'est vrai, enfin Ouais, c'est très justement dit. et faire des enfants, je pense qu'aujourd'hui, les femmes, ont conscience que ça coûte cher. Il y a des préoccupations liées à l'état du monde. Il y a des envies, tu vois, de dire: «Bah, moi, j'en veux pas» ou Ouais, «J'en veux qu'un» et c'est tout et ouais. pas 2. Et puis il y a aussi plein d'hommes qui ont plus envie de faire d'enfants. Mmh. Enfin, tu vois? Tout ce discours sur la natalité, on se fixe beaucoup sur, «Les femmes font plus d'enfants» et tu as aussi plein de femmes qui ont envie de faire des enfants et qui trouvent pas d'hommes pour les faire Ouais. et il y a un vrai gap aussi d'âge. On fait des enfants un peu plus tard maintenant, mais que quand tu es une femme de 30-35 ans qui a envie de faire des enfants et que les hommes de ta classe d'âge se disent qu'ils ont pas d'horloge biologique et qu'ils ont le temps et qu'ils auront des enfants peut-être passé 40 ans avec des femmes plus jeunes. Mmh. Bah, tu vois, il y a un vrai décalage, quoi et ça, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, beaucoup. En tout cas, il y a quand même une petite musique en effet inquiétante. Après, moi, ce que je vois à mon échelle, c'est quand même une prise de conscience de la part des femmes, et notamment grâce aux réseaux sociaux, des inégalités qu'elles subissent. Moi, mon précédent essai, donc Prêt à payer ce que le couple hétéro coûte aux femmes, parlait des inégalités économiques au sein du couple. Il est sorti en 2021, on est bientôt en 2026. En 5 ans, c'est pas du tout, uniquement, grâce à mon livre, hein. Je voilà, il y a eu d'autres livres, il y a des podcasts, mais il y a une espèce de chape de plomb qui a un peu sauté Ouais. et juste en l'espace de 5 ans, on voit que c'est beaucoup moins un sujet tabou. Alors c'est toujours un sujet tabou au sein des couples, au sein de la société, au sein des familles, mais les femmes se parlent entre elles, créent du contenu entre elles, se soutiennent,
et il y a une forme, je trouve, de prise de conscience et de légitimité. Mmh. On se dit: «OK, je sais que c'est important, Mmh. que c'est un sujet dont je dois m'emparer. Qu'est-ce que je fais de mon argent? Combien je gagne? Est-ce que je peux avoir plus?» Donc il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Là où avant, on était beaucoup dans, nos situations individuelles et en se disant que les problématiques étaient juste nos problématiques, qu'on gérait pas très bien et que, voilà. Là, on prend conscience, vu qu'on se parle, qu'il y a cette plateforme de réseaux sociaux qui fait que tout se révèle comme étant des problèmes systémiques. Ouais. Et donc, on peut créer du collectif et créer des prises de conscience et c'est merveilleux parce que les femmes se sentent beaucoup moins seules. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ça, qu'on se sent beaucoup moins seule, on se parle beaucoup plus. Mmh. Après, toutes les femmes ne sont pas là à se tenir la main, en faisant la ronde, tu vois, sur un arc-en-ciel, en étant toutes Non, d'accord les unes avec les autres. bah, forcément, on est Et toutes, heureusement différentes. et heureusement, la sororité, c'est pas, tu vois, un rêve de bisounours. Ouais. C'est juste, comprendre qu'on a les mêmes problématiques, on subit les mêmes inégalités, se soutenir, même quand on n'est pas d'accord. Ouais. Et on a le droit de pas être d'accord entre femmes, encore heureux. Mmh. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même ça. Je suis profondément optimiste, même si dans mes livres, bah, voilà, c'est porté sur, ce qui met en colère, sur les inégalités, mais je suis vraiment quelqu'un de profondément optimiste. Moi, je vois aussi tout ce qui est positif aujourd'hui. Les femmes se soutiennent, s'écoutent, se légitiment et se renforcent entre elles Ouais. et que ça, c'est vraiment très, très, très précieux sur le long terme. J'espère, par contre, qu'on aura toujours ces plateformes pour le faire et que ces Très plateformes intéressant. ne vont pas changer. Ouais. Je te rejoins tout à fait sur, la libération de la parole et le fait que, les femmes se soutiennent davantage et ont compris ce qui est du ressort du collectif et du systémique. Là où j'émettrais un peu un bémol, c'est que les réseaux féminins que je côtoie, je Mmh. trouve quand même c'est très centré sur justement des groupes de parole et de soutien Mmh. et moins vers l'action. Mmh. Et moins vers le business ou le transactionnel. Oui. Là où voilà, dès qu'on va parler de business, tout de suite, on aura cette connotation un peu péjorative parce que Oui. la relation à l'argent n'est quand même Oui. pas clarifiée au Non, niveau des non, femmes. ça c'est pas réglé. Il y a Voilà. pas non, c'est clairement pas réglé. Ni à l'investissement et donc lorsque on vient, on a un discours, orienté business un peu plus, modèle américain, tout de suite, on freine des 4 fers en disant: «Non, non, surtout pas, c'est pas un réseau fait pour ça» et on Mmh. dénature la Oui. personne qui peut avoir ce type de propos. Ça rejoint, je trouve, un peu le côté vertueux qu'on attend des femmes de: «Ouh, c'est Voilà, grossier de vouloir, ouvertement, oui, parler tu d'argent. vas dire ouais, chercher des alliances, business et tout», alors Mmh. qu'en fait, on irait plus vite et ça servirait à tout le monde. Exactement et ça fait Bien très sûr. longtemps que des Mmh. réseaux masculins Ouais. s'organisent de cette manière Ouais. et perdurent dans le temps parce qu'on a besoin d'un collectif, Mmh. pour pouvoir avancer dans le business. Mmh. On sera jamais que sur sa verticale et donc si on travaille Oui, bien communément, bah, sûr, forcément, on créera plus d'opportunités. bien sûr. Donc il y a encore, pour moi ce côté réseau, Mmh. transactionnel à aller, craquer ensemble, dans le groupe, de femmes, Mmh. pour pouvoir Absolument. avancer sur ces questions. Et de l'autre côté, je dirais que la partie, réseau et plateforme, parce que moi j'adore la tech et tout ce qui Ouais. est data, oui, on a besoin d'être à Bien sûr. l'origine de la création de ces plateformes. Oui. Et aujourd'hui, on n'en a pas assez, bah, parce que déjà on n'a pas les moyens, on n'a pas la puissance économique pour, avoir le data center, pour avoir tout, bah, le personnel qu'il faut entre les data scientists, les data analystes, bien gérer la donnée, avoir la modération sur la plateforme et faire en sorte qu'elle fonctionne dans cet écosystème uniquement féminin pour assurer la Mmh. qualité des échanges et en tout cas la liberté des échanges. Ouais. Et ça, c'est un projet qui est aussi très, très intéressant à C'est porter. intéressant et d'un côté, le but, moi, je trouve, c'est pas, par exemple, de faire un réseau social de femmes pour les femmes parce que du coup, Oui, d'avoir un lieu où on peut s'exprimer, où on peut partager, mais qui soit un lieu d'expression et de partage pour tout le monde, ouais. tu vois? Et là, par exemple, Instagram, on voit des phénomènes de Bah, censure de certains bien sûr, comptes, de les algorithmes favorisent certains contenus. voilà. On a encore l'autre problématique qui est généralement ce pouvoir est détenu par, des GAFAM ou voilà, des Voilà. entreprises Oui, outre-Atlantique qui oui. partagent peut-être pas Non. totalement, Ouais. bah, toutes nos visions, sur, l'amour par Oui, exemple ou absolument. et donc ça complexifie, davantage le problème et c'est vrai que si on avait ne serait-ce qu'une plateforme européenne, Oui. qui Voilà. qui Mais nous voilà. rassurerait, Mais moi, je trouve ça intéressant parce que peut-être si que ce tu es serait, sur, en différenciant. fait, c'est pas parce que justement ces grands groupes, pour la plupart américains, deviennent biaisés et véhiculent, de plus en plus, certaines valeurs. C'est plus compliqué, tu vois, pour les contenus, féministes et la parole D'émerger, des mais femmes enfin d'émerger. Mais du coup, est-ce que la réponse, c'est de faire une plateforme, elle aussi biaisée, ou spécialisée pour les femmes sur tu vois? Moi, je pense pas. mmh, Mais c'est intéressant du coup que tu parles de l'échelle européenne parce que ça fait quand même appel encore, à un ensemble de valeurs, mmh, plus de
liberté d'expression, de démocratie, de société, de droit, où du coup, bah, si tu crées un réseau social avec ces valeurs-là, avec ce droit-là, sans ces biais, Ouais. bah là, ce sera un endroit intéressant pour tout le monde, tu vois, plutôt que de créer en fait des mondes qui ne vont plus se parler et qui vont en plus Se continuer polariser. à s'éloigner. Mmh. Voilà. Donc oui, moi je trouve que c'est pas forcément penser, un réseau social pour les femmes ou pour les féministes, tu vois? Parce que c'est un autre entre-soi, Mmh. mais une plateforme, de droit, heu, avec voilà la liberté d'expression et des valeurs, qu'on perd encore aujourd'hui. Le problème, c'est que, les plateformes aujourd'hui qui garantissaient ça avant deviennent de plus en plus biaisées et ferment, tu vois? Ouais. Ferment quand même des portes. Mmh. Ah oui, intéressant en fait, peut-être que le réseau social, n'aurait pas la même finalité. Un réseau, Mmh. féminin, Mmh. transactionnel n'aurait peut-être pas la même Mmh. finalité qu'une plateforme, de réseau social à un niveau européen pour Bien sûr, garantir les bien valeurs. sûr. Ouais, C'est peut-être bien pas sûr, le bien même sûr. objectif, Mmh. mais je suis d'accord avec toi. Mmh. On a le besoin de collectif. Moi, je Oui. m'inspire beaucoup des hommes et j'espère que les hommes s'inspirent beaucoup de nous, en tout Mais cas. oui, inspirez-vous, ils ont beaucoup à Vraiment, gagner. Ouais, vraiment. ouais. Que ça nous serve et qu'on puisse, justement, travailler en bonne intelligence et en Mmh, complémentarité. absolument. Alors, j'aurais, une partie un peu question-réponse, vrai ou faux. Ah! Je te pose la Allez, question. Alors, le monde du travail peut devenir féministe? oui, j'étais à un colloque, du conseil d'orientation des retraites qui parlait de l'impact des droits familiaux et conjugaux sur les retraites. Enfin bref, je te passe le laïus, mais il disait quand même que, à l'horizon 2030, on est censé diviser de moitié les écarts de retraite entre les femmes et les hommes. Pas mal. Ambitieux. Très. Quand il y a de la volonté politique, il Mmh, y a quand même une accélération, donc c'est intéressant aussi de porter ça. Tu vois, 2027, c'est quand même demain. ouais. Alors là, évidemment, on se dit: «Bon, des causes, féministes vont pas du tout être la priorité». Sauf qu'en fait, ça impacte la moitié de la population et même plus Ouais. et que ça serait intéressant de vraiment porter ces sujets-là, au niveau politique et d'en faire un pivot, quoi. Mais voilà, après Une femme peut tout avoir: carrière, maternité, couple épanoui. c'est difficile de répondre à cette question. J'ai envie de te dire oui et d'un côté, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, si on prend la moyenne, on peut tout avoir si on fait tout toute seule et du coup, si on devient la Wonder Woman avec des to-do list, immenses, qu'on dort pas beaucoup et qu'on prend beaucoup sur soi. Donc je Ouais. trouve ça voilà, peut-être qu'on peut pas tout avoir en même temps. Ouais. On peut tout avoir, mais pas parfaitement et c'est très bien aussi. Mmh. Je trouve qu'on est beaucoup dans le truc de la perfection et passer de la tolérance, de l'indulgence aussi vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Tu vois, typiquement sur le couple, on va beaucoup dire: «Alors c'est quoi un couple, parfaitement égalitaire et tout?» Je fais: «Non mais, calmons-nous, enfin on est tous humains Ouais. et on n'aura peut-être pas forcément un couple parfait et égalitaire, mais un couple où on peut exprimer ses besoins, défendre ses intérêts et être reconnu, Et vivre en pour qui on harmonie. est». Voilà, c'est déjà pas mal et déjà essayer et être dans ce chemin-là, c'est déjà beaucoup. Donc voilà, indulgence quand même. On espère pouvoir avoir tout ça. Je pense que c'est aussi important de rappeler que les hommes n'ont pas tout. Ouais. Le coaching des femmes est une industrie qui profite du patriarcat. Non, j'aurais du mal à dire ça. Par contre, qu'il y ait une forme de secteur, très lucratif, sur le développement personnel lié aux inégalités hommes-femmes, oui. Ouais. Après, quand ça donne des solutions concrètes et que ça améliore le quotidien des gens, tant mieux. Mais par contre, moi, tu vois, il y a tout un versant, du coaching qui me met assez mal à l'aise, où on fait complètement fi des inégalités systémiques, on n'en parle pas et on fait croire aux femmes qu'à coup de mantras et «Dis-toi devant la glace que tu es la boss» et que tout est question De mindset. ouais et de manifesting, tu vois? Enfin, Ouais. Moi aussi, j'ai du mal. Je peux pas, moi j'ai du mal. ouais. J'ai du mal. C'est très très bien si c'est utile, mais je trouve que ça vient quand même aussi nourrir une forme de culpabilisation où tu as l'impression que si tu y arrives pas, c'est que tu as pas assez répété les mantras, C'est toi le c'est que tu problème. as pas assez de discipline et que si tu sais pas ce que tu veux, alors que tu as quand même 42 d'écart de revenus au sein des couples, 72 des tâches domestiques et parentales qui sont faites par les femmes, Mmh. une politique, d'État qui est pas non plus favorable, aux femmes. Faire fi de ça, moi, je trouve que c'est de la malhonnêteté intellectuelle Mmh. et que tu peux faire du coaching tout en étant honnête intellectuellement et que justement inclure cette dimension systémique, ça vient enrichir le Bien coaching sûr, parce que et ça on remet la renforce. part de responsabilité. On revient au Ouais, bah, tu vois? c'est tout à fait notre approche aussi chez Ouais. Clever. Il y a ce système, OK, et maintenant comment on fait Qu'est-ce qu'on peut avec? faire?
pour Exactement. atteindre ses objectifs. Ouais. Et là, ce que je remarque aussi, c'est que, donc les femmes vont plus naturellement se tourner vers le coaching et je me demande où sont les hommes qui se font coacher? Et généralement, alors je Ouais. l'ai découvert, mais vraiment par hasard et c'est anecdotique, mais beaucoup d'hommes, qui sont à des postes de direction ont des femmes coachs. Donc Oui, ça fait peut-être oui, partie du oui, travail merci, gratuit. mais merci, merci. Moi, je pense, elle écrit dans Les Méritantes à un moment, j'aime quand même interroger, dire: «Est-ce que notre travail en tant que femme, notre travail à la maison est une cause familiale?» Et je pense que ça l'est pas assez souvent. Alors que le travail d'un homme à la maison est une cause familiale. Ouais, Quand il va avoir une promotion, quand il va y avoir une opportunité de déménager, de tu vois? On va dire que c'est une opportunité en or, on se débrouillera. Et on se débrouillera, c'est la famille et pas que, la conjointe, oui. les grands-parents, Tout le monde se l'entourage met, qui en se ordre de marche. mobilisent Ouais. pour que voilà, l'équilibre tienne. Tandis qu'une femme qui a une opportunité professionnelle qui peut un peu bousculer l'équilibre familial, on lui dit: «Comment tu vas faire?» C'est vrai et puis elle va tout prendre sur elle. Elle va pas Voilà, penser avant, après un voilà, événement, elle va exactement. préparer le Et c'est: petit-déj. «Est-ce que je vais y arriver? Comment je vais m'organiser? Comment je vais faire?» Et donc on est beaucoup plus dans un truc individuel. Et si elle a plus de fatigue, plus de on va lui dire: «Bah oui, mais tu travailles trop», ou on va lui dire de faire du yoga et de se lever à 6 heures du matin pour, voilà, bon, Pour faire des c'est mantras. pour faire des mantras, les mantras qu'on n'aime pas. Bon, elles ont le droit de dormir aussi. Voilà, moi je trouve qu'en effet, je pense que les hommes bénéficient beaucoup d'écoute, de conseils, de soutien, de coaching de la part de leur conjointe et plus généralement de l'entourage familial. Et je sais pas si l'inverse est très vrai. Je Oui, pense pas, ouais, beaucoup malheureusement. moins. Les hommes sont nos alliés dans ce combat et comment faire pour les rallier davantage? Ah bien sûr! Mmh. Ah bien sûr, bah oui, oui, c'est-à-dire, bah, si eux, ils y croient pas, ça fait quand même la moitié de la population qui va pas y croire, donc c'est compliqué. Puis ils ont aussi à y gagner. Comment on fait? On peut faire plein de choses. Et moi, je trouve qu'être un allié, c'est pas qu'intégrer, le réseau, diversité inclusion de son entreprise, en demandant à ce que tous les événements soient mixtes. Moi, je trouve que c'est tu vois? Enfin, Étonnant comme, démarche. bah oui, moi je trouve que de plus en plus, tu as eu des réseaux féminins qui se sont créés en entreprise et Ouais, que, au nom de l'ouverture pour inclure les hommes, on en a fait des réseaux mixtes ouais. et il y a plus d'espace de parole uniquement féminin et du coup, et bah, la parole ne se libère pas de la même façon. Et tu peux très bien inclure les hommes dans des réseaux pour penser l'égalité, l'inclusion, sans faire que tout soit, en mixité. Mmh. J'aime beaucoup ton propos sur cette question parce qu'on Ouais. se posait la question Mmh. aussi d'un réseau féminin Mmh. et d'emblée, alors là où ça aurait pas été le cas il y a 2 ou 3 ans, je pense, mais vu qu'il y a eu le backlash avec les subventions et cetera, Mmh. on s'est dit: «Réseau totalement féminin, est-ce que c'est encore porteur aujourd'hui? Est-ce qu'il faut pas l'ouvrir d'emblée?» Sauf Mmh. que on a besoin déjà d'échanger sur quelles sont les problématiques qu'on va adresser Bien et sûr, comment bien sûr. dans un groupe qui soit, en tout cas qui partage les mêmes priorités. Bien sûr. Quand tu es dans un réseau mixte, tu vas avoir une parole beaucoup plus consensuelle, beaucoup plus lisse, plus versée dans la communication d'entreprise de le groupe fait ci, le groupe fait ça, pour l'égalité et tout. Et très bien, et il faut le dire. Mais c'est dommage de supprimer certaines richesses et dimensions de groupes de parole et de Mmh. sessions exclusivement féminines où les problèmes peuvent remonter. Ouais. Tu vois, moi, je suis déjà intervenue en entreprise et d'ailleurs, je propose aussi ça, c'est de l'animation de groupes de parole où des femmes volontaires. On se réunit, on balaye des grandes thématiques un peu classiques. C'est des femmes qui travaillent pas forcément ensemble, qui se connaissent pas forcément, mais qui appartiennent à la même entreprise, au même groupe. Et là, en fait, ressort des choses, bah, des dénominateurs communs qu'elles pensaient pas avoir, des problématiques qu'elles connaissent. Et c'est un peu, si tu veux, un groupe de parole bah, pour faire jaillir une réalité de aujourd'hui, en tant que femme, travailler ici. Quelles questions ça vous pose? Est-ce qu'il y a des problématiques? Est-ce qu'il y a des choses aussi très positives et tout? Et après, tu vois, bah, c'est Hyper voilà, pertinent. on fait un compte rendu que tout le monde valide. C'est confidentiel, donc il n'y a pas telle personne a dit ci ou ça. Moi, après, je le partage, au comité diversité, au RH, mais ça leur permet, tu vois, d'avoir un regard honnête, et une parole qui se libère de façon, safe. Mmh. Et ça, c'est intéressant et si tu crées plus ça, bah, du coup, tu avances plus lentement Ouais. sur les politiques d'égalité. Donc sans forcément, tu vois, tout rendre mixte, les hommes, ils peuvent faire énormément de choses. Pointer du doigt quand on coupe la parole, d'une femme dans une réunion, quand son idée est mise sous le tapis, dire: «Oui, mais là, ce que Martine a dit, moi, je trouve ça intéressant, on pourrait le développer», même s'il y a peut-être des points à améliorer et tout, voilà, mais au moins le creuser parce qu'on voit que les idées émises par les femmes sont beaucoup plus rapidement mises sous le tapis Ouais. que celles, émises par un homme. C'est aussi communiquer sur son salaire, Mmh. aider, voilà, à La ce que, grille de voilà, bon alors transparence salariale arrive en voilà, ouais. ça arrive bientôt, donc ça va, voilà, ça va quand même bouger. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses que les hommes peuvent faire, en fait, au quotidien,
tu vois? Pointer du doigt la blague sexiste, à la machine à café, se dire: «Bah, j'organise un déjeuner, on va faire un after work». Est-ce qu'on a proposé à des femmes de venir, poser des questions, s'intéresser enfin, il y a vraiment énormément de petites actions qui sont pas forcément des actions que tu peux, mettre en avant sur LinkedIn, pour ton, personal branding, tu vois ce que je veux dire? Voilà, mais qui sont des actions sincères et des actions d'alliés, pour l'égalité. Donc si vous nous entendez les hommes, nous avons plein d'actions en Saisissez tête. l'opportunité. Ouais, vraiment. Est-ce qu'il faut apprendre des codes masculins pour réussir? Je pense que c'est bien d'observer de façon lucide qu'est-ce qui marche Ouais, en l'état actuel des choses, d'avoir cette lucidité-là. ouais. Ça ne veut pas dire qu'on va tout reproduire, mais ça peut vraiment aider à se décomplexer, Mmh. je trouve. Tout à fait. J'adore travailler avec les hommes. Je travaille Ouais, avec beaucoup d'hommes, ouais, dans toutes mes entreprises, voilà. Ça m'inspire beaucoup parce que je trouve que déjà ils pensent pas à la même échelle. Ils ont ouais. moins de barrières, les ordres de grandeur sont tout de suite, «OK, on va en faire une multinationale». Tu là: Ah! Oui, pourquoi Très bien. pas?» mais Ouais. c'est très à une échelle, macro, directe et moi j'aime beaucoup. Ils sont très cash dans leur manière d'opérer et ce que moi j'ai vécu en entreprise, vraiment, bah, voilà, j'ai fait, L'Oréal pendant longtemps et j'ai fait des grands groupes, c'est que à la fin des réunions, généralement, ils se faisaient des feedbacks. C'est-à-dire, juste, voilà, ils sortent de réunion, ils disent: «Au fait, Arnaud, super ta présentation, mais par contre, tu aurais pu ajouter ça parce que ça aurait, aidé, le CEO ou le CFO à se projeter dans Ouais. ton projet» et voilà, donc Retour feedback. critique. Voilà. Ouais. Honnêtement, j'ai essayé de le faire avec une collègue femme en me disant: «On va instaurer cette dynamique», mais très mal pris. Mais en fait, elle m'a Mais dit, si tu l'avais fait, moi, mais pas du ouais, tout, hein. je Elle trouve m'a ça dit, intéressant, mais je parfois, pas du tout. les hommes peuvent être très cash, tu vois? Se couper la parole, se dire des choses frontalement et quand les femmes le font, Ouais. tu vois? Il y a aussi des doubles standards sexistes qui font que, ouh là là, mais elle met les pieds dans le plat, Je pense que ça dépend beaucoup des personnes avec lesquelles, tu travailles, ceux qui acceptent, la critique et voilà. Justement, c'est là où se calquer sur le comportement d'homme, ça marche pas forcément parce que, tu vois, une femme qui va demander une augmentation comme un homme, elle va avoir Non, moins de chances de l'obtenir. elle l'aura pas. Donc une femme qui décide de créer son entreprise et de lever des fonds, parce qu'on n'arrête pas de dire aux femmes: «Créez des entreprises, levez des fonds, soyez audacieuses, Moins de 2%. dites des gros chiffres». Moins de 2 des fonds de capital risque, investis dans les entreprises, montées ou codirigées par des femmes. Donc, avoir des comportements d'hommes, c'est pas en fait, voilà, c'est là où il faut sortir du déni, d'une forme de neutralité, non, il y a des biais liés au genre Mmh. et il y a plein de comportements qu'un homme va avoir, qui vont lui être profitables. Une femme qui fait les mêmes comportements, ça va pas marcher Ouais. parce qu'il y a des biais sexistes. Voilà, donc avoir conscience de ça quand même. Après, on peut évidemment faire plein de choses pour plus d'égalité professionnelle. J'ai l'impression d'être hyper pessimiste quand je Non, quand je non, dis ça, mais mais vraiment de tu vois, plus de flexibilité, plus de transparence, de partir du vécu oui. des femmes et de faire remonter cette parole-là pour voir qu'est-ce qu'on peut bouger, de plus de méritocratie, faire monter les gens plus compétents, plus pour leurs compétences que pour leur, qualité de commercial et d'agent et tu vois, leurs compétences d'autopromotion. Mmh. En fait, ça serait quand même profitable à tout le monde. Ouais. Ouais, tout à fait d'accord et je pense, d'ailleurs, pour le coup, la culture du feedback, instantané, on pourrait s'en inspirer Mais collectivement. Peut-être que là, je l'avais fait de manière, voilà, mal fait, mais je trouve que, s'autoriser en tout cas à donner du feedback sans que ça fasse perdre la face à l'autre, oui, ça nous aiderait beaucoup, oui, à s'améliorer parce qu'on mmh, n'est pas parfaite, personne n'est parfait bien sûr. et le fait de l'intégrer, c'est mieux pour nous permettre d'avancer parce que c'est comme ça qu'on avance, c'est en itérant et l'autre point, c'est que ce que je vois aussi dans les conseils qui ont été donnés, par exemple, aux hommes versus femmes que j'ai expérimenté en entreprise, c'était beaucoup quand des hommes se conseillaient, ils disaient: «Surtout, tu fais passer ton projet, sois soft, sois toujours conciliant, sois toujours, dis Mmh. oui avant, sois poli» et les conseils qui étaient donnés aux femmes, c'était: «Bah, il faut que vous tapiez du poing sur la table. Il Ah! fait vous» OK. et en fait, pour moi, enfin, c'était se tirer une balle dans le pied parce qu'en fait, on se dit: «Bah, ça va être difficile de bosser avec Anna parce que Anna, elle est tough». Alors que, et ben, en fait, avec Thierry, il dit oui à Ah! tout, ça va être smooth, et ça, moi, vraiment, je l'ai vu et pour le coup, c'est un truc où je dis: «Bah, en fait, soyez conciliantes, montrez que vous avez envie». Les hommes le font. Mais du coup, quand on dit aux femmes: «Soyez plus cash» et tout, c'est quoi? C'est un faux conseil ou c'est parce qu'on part du principe qu'elles seront plus soft, Je donc il faut sais les pas. encourager, tu vas être plus là où les hommes sont plus cash et donc il faut les encourager à être un peu plus tempérés? C'est Non, comment? je sais pas, hein, dans ce que j'ai vu, c'était plutôt vraiment les hommes, c'était soit plus soft pour faire passer ton projet, dis que, Bien voilà, sûr. on va trouver, les solutions ensemble, toujours sois soft et tout et pour les femmes, c'était: «Il faut que tu y ailles, il faut que tu tapes des poings sur la table» et en fait, ça marchait pas.
Enfin, c'est que le résultat pour moi, c'était il valait mieux en fait passer par la méthode soft et je Plus pense qu'aujourd'hui politique. ouais, Ouais. peut-être plus politique, voilà, c'est mieux dit et peut-être qu'on a davantage à s'inspirer, de vraiment en regardant et tu l'as très bien dit, c'est Mmh. regardons exactement comment ils pratiquent, Mmh. la vie en entreprise. Ouais. Sortons peut-être des injonctions qu'on a eues parce qu'il y a différents mouvements Mmh. dans le féminisme et dans la carrière et comment on peut l'intégrer pour finalement atteindre ses objectifs. Oui. Est-ce que ça peut m'aider un moment de taper du poing? Est-ce que lui l'a fait? Comment il a été reçu? Est-ce que, finalement ça va d'être plus, En à consensuel? quelle, Voilà, à quelle étape, tu vois? voilà. Quel niveau de recours aussi? Est-ce que je teste pas des choses avant plutôt que d'y aller, Oui. frontal? Tu vois? Il y a aussi Mmh, mmh des mh. paliers, on va dire. Exactement. Ouais, absolument. Mais ça demande beaucoup de, bah, de temps, de subtilité, de bande passante parce que Faut observer, mais moi je trouve ça intéressant de se dire: «Bah, OK, je vais regarder qu'est-ce qui marche, en fait?» Moi, c'était un peu aussi ma démarche avec les méritantes parce que je me suis dit: «Si on nous dit que, les syndromes qui limitent les carrières des femmes», et je le dis aussi en tant que coach, hein, donc je m'inclus dedans, tu vois? Mais si on critique le syndrome de la bonne élève, le syndrome de l'impostrice, alors que qu'est-ce que cette bonne élève? Être rigoureuse, avoir une haute, conscience professionnelle, des exigences, certes, parfois trop perfectionniste de: «Je dois tout faire bien, magnifique, avoir 100 des compétences, nin nin», tu vois? OK, mais quand même, c'est avoir un haut niveau d'exigence professionnelle. Se sentir impostrice, évidemment, quand on doute trop de soi, on reste sur sa chaise, on a peur, d'être découverte et on pense qu'on mérite pas ce qu'on a et c'est assez nocif. Mais c'est aussi une forme d'humilité, mmh, de se remettre en question, de douter de soi-même, d'écouter les autres, de pas se dire: «Je suis la meilleure et je sais tout», tu vois? ouais. Donc en fait, si ça, c'est pas des bons comportements professionnels, l'humilité et la haute, exigence, qu'est-ce que c'est les bons comportements? Et c'est de là dont je suis partie, tu vois, dans le livre en me disant: «Bah, du coup, il faut pas juste bien travailler, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? Être très présent, le syndrome du piqué, dans Ouais. le présentéisme, ça favorise les hommes parce qu'ils ont beaucoup moins de charges, domestiques et parentales. Il faut être bon en autopromotion, le syndrome du champion, Mmh. où là, il faut du temps et de la confiance en soi, ce que les hommes ont plus parce que, bah, nous, on a une éducation différente en tant que femmes qui font qu'on attend que ce soit les autres qui déterminent notre valeur et pas nous, tu vois, qui allons nous mettre la couronne sur la tête en disant: «Moi, je vaux tant» et voilà. Ce serait mal perçu là. Ce serait mal perçu en plus, et le syndrome du courtisan où il faut plaire à son chef et faire un peu partie de la cour, là, c'est évidemment beaucoup plus facile pour les hommes parce qu'ils se ressemblent et tout et puis s'intégrer à la culture d'entreprise, tu vois, qui est très souvent pensée au masculin. Donc il y a ces règles du jeu là. Après, je pense qu'il y en a d'autres, tu vois? Ce que tu mentionnes d'être parfois plus consensuelle, moins vertueuse à vouloir être franche, à vouloir tout dire, à vouloir être, tu vois, complètement transparent. Bah, peut-être que parfois, en effet, il faut être un peu flou, un peu politique. On fait passer le projet et on verra après comment ça se passe. C'est la technique de, je balance mon sac, par-dessus la barrière et je verrai bien après comment je vais faire Ouais, pour aller le chercher. Mais je suis obligée d'y aller, tu ouais. vois? Et tu plein d'hommes qui disent: «Bah, on me propose une promotion. Est-ce que j'ai 100 des compétences? Je sais pas. Je prends la marche Les fameux et on verra 60. après». Ouais. Et moi, je trouve ça bien de faire ça Mmh. aussi, parce que tu dis: «Bah, en fait, il y a de la formation professionnelle, on n'est pas obligé de tout savoir, du premier coup» et voilà, donc évidemment qu'il y a d'autres règles du jeu, d'autres, choses dont on peut s'inspirer, Ouais. et qui peuvent nous décomplexer. Est-ce que tu penses que les femmes s'auto-sabotent? Oui. OK. Pas que, mais oui, clairement. Là, quand je mets plus ma casquette de coach, il y a 2 syndromes en plus de la bonne élève et l'impostrice dont je parle. Un, le syndrome de la miss, c'est mon besoin d'être aimée Oh! des autres. Je pense que tu as dû l'entendre, mais tu vois, beaucoup de femmes disent: «J'ai pas envie de négocier mon salaire parce que j'ai pas envie que mon patron pense que je travaille pour l'argent». Tu Oui, dis: bien «Bon, sûr, mais donc bah, pourquoi on travaille? oui, mais lui, il travaille pour l'argent, enfin et voilà». Mais donc tu as ce truc de pas être jugée, Mmh. et d'être appréciée, d'être la fille sympa, donc ce qui fait que tu vas beaucoup plus rendre service à tes collègues et pas oser dire non et prendre plus de travail et tout. La fille sympa, Mmh. plutôt que la fille qui défend ses intérêts, notamment économiques et qui Ouais. pose des limites et qui dit non. Et puis, il y a le syndrome de la boule de cristal. Donc ça, c'est la capacité qu'on a à faire les réponses avant même d'avoir posé la question. Mmh. Typique, je trouve, des femmes qui sont éduquées à se responsabiliser à la place des autres. On te parle d'un poste qui pourrait t'intéresser et avant même d'en parler à ton conjoint ou à ta conjointe, tu vas dire: «Ah non, non, ça va être trop compliqué» ou «Jamais il voudra me suivre, dans tel endroit» ou «Il doit y avoir un favori». Tu fermes la porte Ouais. avant même d'en avoir fait un sujet, collectif et ça, c'est dommage. Donc oui, je pense que les femmes s'auto-sabotent parce qu'elles ont un haut niveau de perfectionnisme, parce qu'elles doutent, beaucoup, parce qu'elles ont peur de l'échec aussi Ouais. et qu'il y a, tu vois, ce truc de vertu et de femme, 100 exemplaire, respectable. On a beaucoup peur d'avoir honte.
Je trouve que la honte, c'est un super sujet, notamment sur la carrière, de dire: «Je vais postuler, je vais pas être prise». La honte, je vais parler en réunion, je vais bégayer ou je vais dire quelque chose, les gens vont pas être d'accord. La honte, tu vois? Et cette peur de la honte fait qu'on esquive beaucoup de choses pour avoir cette image, parfaite et tout. Donc évidemment on a plein de biais intériorisés qui font qu'on s'auto-sabote. Ouais, Mais ce qui est quand même important de dire, c'est que même quand on dépasse ces biais, ça marche pas forcément ouais, bien sûr. parce que voilà, il y a Il la reste le système et voilà, l'échappe de plomb. exactement. Et là où je te rejoins, si on tire un peu le fil, la honte, tout ça, je le vois aussi, beaucoup, mais c'est aussi parce que la femme, en fait, elle a que sa réputation. Elle joue gros. Ouais, En fait, une femme qui perd sa réputation, exactement. Ouais. elle a quasiment Ouais, rien parce ouais, qu'on n'a pas de puissance économique, ouais. enfin, Mais voilà, mais c'est donc ça. Et c'est tu vois, par rapport au syndrome de la mise de: «Je veux pas négocier mon salaire parce que j'ai pas envie qu'on me perçoive comme quelqu'un de vénal», il vaut mieux avoir une bonne réputation que plus d'argent. ouais, On parle de la réputation, donc c'est juste le regard des autres. C'est pas est-ce que je suis quelqu'un de bien ou pas. C'est vraiment ce truc de réputation et c'est on peut pas se beaucoup permettre trop, de ouais. Alors qu'en fait, tu vois, alors qu'il une fois que tu te libères de ça, tu fais beaucoup plus de choses, ouais, je trouve. c'est vrai. Alors pour, terminer sur cet échange riche, j'aimerais avoir ta vision positive, résolument Ouais, optimiste, de, l'avenir des femmes, de ouais, la carrière, OK. voilà, les sphères, moi je pense que t ton approche, elle est hyper pertinente parce que tu mêles la sphère privée, la sphère, «publique» entre guillemets, Ouais. l'intra et l'extra et que tout se nourrit, finalement. Alors un truc positif, Ah oui! Ah oui, il nous faut une note positive. bon moi j'aurais plein de choses positives à dire, mais du coup c'est assez large. Moi j'écris des livres pour qu'on voit la situation telle qu'elle est et que les femmes prennent conscience que des lieux supposés être neutres ne le sont pas, que ce soit le couple ou le travail. Alors mon discours c'est pas dire: «Ne soyez pas en couple, ne travaillez pas» ou tu vois? Pas du tout. Je suis moi-même, en couple, hétéro, mariée, un enfant, je travaille, enfin tu vois? Je voilà. Mais voilà, de prendre conscience de ces inégalités-là, c'est très important. Après, je pense qu'il faut quand même avoir un regard résolument optimiste quand on revient à l'échelle du temps. Ouais. Encore une fois, il y a 60 ans, on n'avait pas le droit de travailler et d'avoir un compte en banque sans l'autorisation de son mari. Mmh. Le droit de vote, c'était il y a même pas 100 ans. Donc, évidemment qu'à l'échelle d'une vie où on pense plus en décennies, c'est insatisfaisant et qu'on aimerait toujours aller plus vite. Mais vraiment, on fait des pas de géant, en fait, quand Ouais. on regarde, si tu veux, sur le temps long. Et déjà de se dire qu'entre nos générations de ma grand-mère, ma mère, moi, il y a des changements fondamentaux qui ont été faits. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue. Ouais. Parce qu'on peut être très, très, très pessimiste, aujourd'hui, avoir peur de recul sur les droits fondamentaux et de vagues d'extrêmes et c'est en effet très inquiétant et il ne faut pas les ignorer. Mais vraiment de pouvoir dézoomer et se dire sur une échelle du temps long, Mmh. on fait des pas de géant. Et aussi, moi je dis: «Oui, mais en fait, nous, en tant que femmes, ça nous prend 10, 20, 30, 40 ans et parfois toute une vie à réaliser que ce qu'on vit n'est pas normal ou tu vois? Ou les inégalités qu'on subit. Donc qu'est-ce que tu veux que eux, qui les subissent pas, au quotidien, ils font partie de l'équation, ils ne les subissent pas comme nous. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aient conscience de ça, naturellement, en se réveillant un beau matin et en se disant, tu vois? Nous, ça nous prend énormément de temps. Alors eux, bah, évidemment, Mmh. il faut du coup avoir une forme de charge pédagogique vis-à-vis des hommes aujourd'hui et vis-à-vis des femmes aussi. Ouais. Et on a le droit de se dire: «Bah, moi, j'ai pas envie de faire, l'éducation, féministe de mon conjoint ou de mon frère ou de mon père» ou voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais en tout cas, je trouve qu'il faut pas stigmatiser, dire: «Bouh», Ouais. encore une fois, hein, ça rejoint un peu ce que je te disais sur l'indulgence et la tolérance. On est humain, personne n'est parfait Ouais. et on n'a pas une vue, claire, Bien sûr. forcément sur tout et là, on parle que d'inégalité homme-femme, Il y en a mais plein Dieu d'autres. sait qu'il y en a plein d'autres Mmh. et que du coup, bah, malheureusement, ça prend parfois, ouais, une forme de charge pédagogique, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez rassurant là-dedans, de se dire qu'en fait, évidemment, les hommes ne sont pas, des horribles, personnages, tu vois, qui veulent nous dominer, nous manipuler et qui profitent de nous, en pleine conscience. Ouais. C'est pas ça, c'est beaucoup plus insidieux et de se dire qu'en fait, bah, ils mettent du temps à réaliser parce que nous aussi, on met du temps à réaliser. Mmh. C'est un très beau mot de la fin. Il y a des moments où j'arrête de parler. Tu vois? Voilà, je parle beaucoup, mais il y a des moments où j'arrête. C'était, vraiment c'était passionnant. Merci 1000 fois Merci pour ton invitation. et puis, à très bientôt pour un À prochain bientôt. livre. Avec plaisir.